Mabru a projeté une assiette sur moi lors de notre déjeuner dominical traditionnel. Espèce de vieils hommes égoïstes, a-t-elle hurlé, le visage déformé par une rage pure et venimeuse parce que j'avais refusé de laisser ses parents emménager dans ma maison. Mon propre fils, Mathieu, a simplement regardé la scène, passif, avant de prendre son parti. « Tu n'es plus mon père », a-t-il crié, choisissant son camp avec une facilité déconcertante. Je me suis contenté de sourire, un sourire triste mais résolu, et j'ai passé un seul coup de fil. Le temps qu'ils retournent à leur appartement de luxe, les serrures avaient déjà été changées. Ils ignoraient qui possédait réellement leur immeuble, et ils ignoraient surtout qui j'étais vraiment. Avant de poursuivre cette histoire, je suis heureux que vous soyez là. L'atmosphère dans ma cuisine était épaisse, plus lourde que le parfum riche de la dinde au marron et de la sauge qui rôtissait dans le four. C'était un dimanche de novembre, un jour censé être consacré à la famille et à la gratitude. Mais la seule chose que je ressentais était cette tension froide et familière qui s'infiltrait depuis le salon. Je m'appelle Grégoire, j'ai 69 ans, et cet hôtel particulier de 4 étages dans le quartier historique du Marais à Paris est ma maison depuis 4 décennies. À travers l'entrebâillement de la porte, je pouvais les entendre chuchoter. Mon fils Mathieu et sa femme Béatrice. La voix de Béatrice était un sifflement bas, assez tranchant pour percer la musique classique que j'avais mise en fond sonore. C'est ridicule, Matt. 4 étages entiers et il n'est qu'un seul homme. Mes parents méritent cet appartement au rez-de-jardin, c'est du gâchis pur et simple. J'ai suspendu la cuillère au-dessus de la dinde, le jus ruisselant lentement. 4 étages. Cette maison n'était pas un actif immobilier, c'était mon foyer. Ma défunte épouse Claire et moi avions acheté cet endroit il y a 40 ans avec chaque centime que nous possédions, à une époque où ce quartier n'était qu'un lieu où vivaient des familles d'artisans, bien avant l'arrivée des boulangeries bio et des lofts à plusieurs millions d'euros. Nous avions versé notre jeunesse dans ces murs, poncé ces parquets Versailles à la main, peint ces pièces nous-mêmes avec amour et patience. Aujourd'hui, Béatrice ne voyait que des mètres carrés. Elle voyait un actif financier à exploiter. Et Mathieu, mon pauvre Mathieu, ne voyait que ce qu'elle lui ordonnait de voir. Il voyait tous deux Grégoire, le professeur d'histoire à la retraite de 69 ans, vivant une vie tranquille avec une maigre pension de l'éducation nationale. C'est l'homme que je leur avais permis de voir. C'était plus sur ainsi. Claire, paix à son âme, le disait toujours. Méfie-toi, Greg. L'argent rend les gens étranges, surtout la famille. Elle avait raison. Les chuchotements se sont arrêtés. Un instant plus tard, des bruits de pas ont résonné sur le carrelage. Béatrice est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Elle n'était pas habillée pour un déjeuner en famille. Elle était habillée pour une OPA hostile. Une robe cintrée, d'une marque de luxe, dont je savais pertinemment que mon fils ne pouvait pas se l'offrir avec son salaire actuel. « Grégoire, dit-elle. Elle ne m'appelait jamais papa. Je suis contente que tu ne sois pas occupé. Je me suis tourné lentement depuis le four. J'arrose une dinde, Béatrice. C'est le déjeuner dominical. Je suis, par définition, occupé. » Elle a agité une main parfaitement manucurée, un geste de pur dédain. Bien, je serai brève. J'ai pris une décision. Mes parents vont emménager dans l'appartement du rez-de-jardin à la fin du mois. Ils ont besoin d'un endroit où rester. Ce n'était pas une demande. C'était une proclamation. L'audace pure de cette déclaration restait suspendue dans l'air, plus épaisse que l'arôme de la volaille rôtie. J'ai calmement posé la poire à jus sur le repose-cuillère. J'ai essuyé mes mains sur mon vieux tablier délavé. Non, Béatrice. Elle a cligné des yeux. Juste une fois, une lueur de surprise. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit non, cela n'arrivera pas. J'ai gardé ma voix basse, égale. Cet appartement, c'était l'atelier d'art de Claire. C'est mon bureau maintenant. Il n'est pas disponible. Son visage soigneusement composé a commencé à se fissurer. Pourquoi pas ? À cause d'elle ? Elle est partie, Grégoire. Cela fait 10 ans. Tu es un seul homme qui erre dans un hôtel particulier de 4 étages alors que mes parents sont sur le point d'être à la rue. À quel point peux-tu être égoïste ? Mathieu s'est glissé dans la pièce, pile au bon moment, se tordant les mains. Le médiateur classique essayant toujours d'arrondir les angles qu'elle créait. Papa, allez. S'il te plaît, juste pour un petit moment. Ils n'ont nulle part où aller. Nous ne pouvons pas nous permettre la caution pour un nouvel endroit pour eux en ce moment. J'ai regardé mon fils, mon enfant unique, 38 ans et laissant toujours cette femme le mener par le bout du nez. Mathieu, dis-je, ma voix toujours calme. Je t'ai aidé pour la caution de ton appartement actuel et celui d'avant. Et je me suis porté garant pour le prêt de cette voiture que tu conduis, celle pour laquelle tu as fait défaut 2 fois. La réponse est non. Ce fut le moment où Béatrice réalisa que sa manipulation habituelle avait échoué.
Elle vit la finalité dans mes yeux. Son contrôle n'a pas seulement glissé, il s'est brisé. Son visage est devenu d'un rouge sombre et laid. Égoïste, a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant d'une rage qui était tout sauf un murmure. Tu es l'homme le plus égoïste que j'ai jamais rencontré. Avant que je puisse dire un autre mot, elle a saisi une assiette sur le comptoir. Ce n'était pas l'une des belles assiettes en porcelaine de Limoges de Clerc, Dieu merci. C'était une des assiettes bon marché en grès que j'avais intentionnellement sorties pour eux. Elle n'a pas hésité. Elle l'a lancée. Fracas. L'assiette s'est brisée sur le carrelage de la cuisine, une gerbe de fragments blancs glissant sous les placards. Espèce de vieil homme égoïste. A-t-elle hurlé, sa voix se brisant. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai regardé l'assiette brisée. J'ai regardé sa poitrine se soulever et retomber sous le tissu coûteux. Et puis j'ai regardé Mathieu. C'était le moment. Le moment de vérité. Mon fils, mon sang. C'était le moment pour lui de se lever, de défendre son père, de tracer une ligne dans le sable. Il m'a regardé. Son visage était pâle, mais pas de peur pour moi. C'était de l'agacement. J'étais devenu un problème. Je gâchais son déjeuner. « Regarde ce que tu as fait, dit-il, la voix froide. Tu l'as bouleversé. Tu as tout gâché. » Il s'avança, non pas vers moi, mais vers Béatrice. Il passa son bras autour d'elle, la réconfortant. « Papa, si tu ne peux pas faire partie de cette famille, » il fit un geste entre lui et sa femme enragée. « Si tu ne peux pas nous soutenir, alors ne m'appelle plus ton fils. » Les mots restèrent suspendus dans le silence, la trahison finale. Et à ce moment-là, je n'ai rien ressenti. Pas de douleur, pas de choc, juste de la clarté. Le brouillard dans lequel je vivais depuis 10 ans. Le brouillard de l'espoir mal placé et du sacrifice unilatéral s'est enfin levé. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai souri. Un petit sourire fatigué et totalement définitif. Si c'est ce que tu veux, Mathieu. J'ai dénoué le vieux tablier, celui avec la marque de brûlure d'un Noël d'il y a 10 ans quand Claire était encore en vie. Je l'ai plié soigneusement et je l'ai placé sur le comptoir. J'ai sorti mon vieux smartphone éraflé de ma poche. Leurs visages en colère se sont transformés en confusion. Ils s'attendaient à des larmes, des supplications ou une reddition. Ils n'étaient pas préparés au calme. « Qu'est-ce que tu fais » grogna Béatrice, la voix encore tremblante. « Tu appelles la police ? Vas-y. On leur dira que tu es sénile et violent. » Je l'ai ignoré. J'ai appuyé sur un seul numéro de ma liste de favoris. J'ai mis le téléphone à mon oreille, mes yeux verrouillés sur les leurs. « Victor, dis-je, ma voix parfaitement égale. C'est Grégoire. Bon dimanche, mon frère. » J'ai fait une pause, écoutant la petite voix à l'autre bout. Mathieu et Béatrice étaient figés, me regardant. « Oui, continuai-je. Tout est exactement comme tu l'avais prédit. Exactement à la lettre. » J'ai vu le front de Mathieu se plisser. Les yeux de Béatrice se rétrécirent. « Active le plan, dis-je. Active tout. » Le visage de Béatrice, qui avait été rouge de rage, devint pâle de confusion. « Le plan ? Quel plan ? Qui est Victor ? De quoi parles-tu » Je ne lui ai pas répondu. Je suis passé devant eux, j'ai ramassé les morceaux brisés de l'assiette bon marché et je les ai jetés dans la poubelle. Puis je me suis tourné et j'ai pointé la porte d'entrée. Le déjeuner est terminé. Veuillez quitter ma maison. Mathieu me regarda, totalement déconcerté. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas nous mettre dehors. Tu t'es mis dehors toi-même, Mathieu. » dis-je, ma voix aussi froide et dure que le pavé parisien en novembre. « Tu as fait ton choix. Tu m'as dit de ne plus t'appeler mon fils. Donc, en tant qu'étranger, je te demande de quitter ma propriété. » Espèce de vieux, commença Béatrice, mais Mathieu lui attrapa le bras. « Bien, cracha-t-il, sa voix se brisant d'un mélange de colère et de désarroi. Bien, on s'en va, mais ne viens pas pleurer vers nous quand tu seras tout seul et que tu auras besoin de quelqu'un pour changer tes couches. » Ils sortirent en trombe, claquant la lourde porte en chêne si fort que le cadre trembla. Je les entendis crier tout le long des marches du perron, leur voix résonnant dans la rue calme. J'entendis Béatrice hurler quelque chose sur le fait que j'étais ingrat et sénile. Je suis resté là, dans le silence de ma cuisine, l'odeur de la dinde oubliée commençant à remplir la maison. J'ai éteint le four. Je n'avais pas faim. Je suis allé dans le salon, je me suis assis dans le vieux fauteuil de Claire et j'ai attendu. La maison était enfin calme. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas semblé aussi paisible. 15 minutes passèrent, pile à l'heure. Mon téléphone, posé sur le guéridon, commença à vibrer. J'ai regardé l'écran. Mathieu. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Le son était discordant dans le silence.
Il sonna une troisième fois, une quatrième. À la cinquième sonnerie, juste avant qu'il ne passe sur la messagerie, j'ai décroché. Allô? Papa. Ce n'était pas un mot. C'était un cri brut de panique. Papa, qu'est-ce que tu as fait? J'ai feint la confusion. Mathieu, de quoi parles-tu? Je pensais que je n'étais plus ton père. Arrête. Juste arrête. Hurla-t-il. Je pouvais entendre Béatrice sangloter hystériquement en arrière-plan. Je viens de recevoir un email officiel. On nous expulse. Il dit que notre bail est résilié. Avec effet immédiat. Il nous donne 24 heures pour partir. Papa, qu'est-ce que tu as fait? Expulsé, dis-je, injectant juste la bonne quantité de confusion gériatrique dans ma voix. Je ne comprends pas. Comment pourrais-je faire ça? Je ne sais même pas qui est votre propriétaire. C'est une société, VC Property. Tu as dû les appeler. Tu leur as raconté un mensonge sur nous. J'ai fait une pause d'une seconde. VC Properties, Répétai-je lentement comme si je goûtais le nom. Non, fils. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Je suis désolé d'apprendre tes ennuis. Désolé? Il bafouillait, s'étouffant avec sa propre rage et sa panique. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est arrivé 15 minutes après notre départ de chez toi. Tu as fait ça. Tu dois arranger ça. Appelle-les. Dis-leur que tu plaisantais. Dis-leur. Mathieu. Je l'interrompis, ma voix n'étant plus confuse, mais ferme. Je ne peux pas arranger ça. Je ne l'ai pas fait. Toi et ta femme êtes des adultes. Vous devrez trouver votre propre logement. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un déjeuner à nettoyer. Papa, attends. J'ai raccroché le téléphone. J'ai appuyé ma tête contre le velours usé du fauteuil. La phase 1 était terminée. J'ai fermé les yeux, et pour la première fois depuis la mort de Claire, j'ai senti un véritable sourire froid s'étendre sur mon visage. C'était le début de la fin pour eux, et le début de la renaissance pour moi. La maison semblait respirer avec moi, libérée de leur toxicité. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure pavée. Le ciel de Paris était gris, mais pour moi, il n'avait jamais paru aussi lumineux. J'ai pris une grande inspiration. Le jeu ne faisait que commencer. Le téléphone a sonné à nouveau, vibrant sur la table comme un petit animal en colère. Je les regardais avec détachement. Ils allaient apprendre que le respect n'est pas un dû, mais une chose qui se mérite, et que la gentillesse n'est pas une faiblesse. J'ai laissé sonner. La leçon venait tout juste de commencer. Papa. Ce n'était pas un mot. C'était un cri brut arraché à sa gorge, vibrant d'une panique pure et inaltérée. Papa, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tenu le téléphone légèrement éloigné de mon oreille, savourant le son. J'ai laissé le silence s'étirer, écoutant les sanglots aigus et hystériques de Béatrice en arrière-plan. Elle avait l'air de faire de l'hyperventilation. Mathieu, dis-je enfin, injectant la quantité parfaite de confusion sénile dans ma voix. Pourquoi cries-tu ainsi? Et pourquoi m'appelles-tu papa? Je pensais, à ta propre demande, que je n'étais plus ton père. Arrête. Arrête tout de suite. Hurla-t-il. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas drôle. Tu nous as ruinés. Tu nous as littéralement ruinés. Je crains de ne pas suivre, Mathieu. Ruiner est un mot très fort. L'email, papa. L'email. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas, ces bruits de pas frénétiques sur ce que je savais être le parquet coûteux de son appartement de luxe. L'appartement pour lequel j'avais garanti le bail. Je viens de recevoir un email juridique officiel. On nous expulse. Les sanglots de Béatrice se transformèrent en un gémissement aigu. Il l'a fait, Matt. Ce vieux salaud l'a vraiment fait. Mathieu, dis-je, ma voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Expulsé. C'est terrible. Mais quel est le rapport avec moi? Ne mens pas. Rugit-il. C'est arrivé 15 minutes après qu'on a quitté ta maison. 15. Il dit. Je l'entendis bafouiller, son souffle court. Il dit que notre bail est résilié avec effet immédiat. Nous devons libérer les lieux sous 24 heures. 24 heures. Papa, où sommes-nous censés aller? C'est dimanche. Mon Dieu, dis-je en regardant ma cuisine propre et calme. Cela semble être une situation délicate. C'est une société, cria-t-il, sa voix se brisant. Une société de gestion, VC Property. Tu as dû les appeler. Tu as dû leur raconter un horrible mensonge sur nous, qu'on ne paye pas le loyer, ou... Je l'ai laissé s'éteindre. J'ai laissé le silence se remplir de sa panique. Puis j'ai parlé, laissant le nom rouler sur ma langue comme si je goûtais quelque chose d'étranger. VC Properties.
J'ai fait une pause. Non, fils. Je crains de n'avoir jamais entendu parler d'eux. On dirait que tu as un problème avec ton propriétaire. Je suis très désolé d'apprendre tes ennuis. Désolé. Désolé, bafouilla-t-il. Tu apprécies ça, n'est-ce pas? C'est ta vengeance malsaine juste parce qu'on a demandé cet stupide appartement. Je suis simplement en train de nettoyer les restes d'un déjeuner qui a été si grossièrement interrompu, dis-je calmement. Ce que toi et ta femme vivez semble être une affaire juridique entre un locataire et un propriétaire. Je ne vois pas comment je m'intègre là-dedans. Arrange ça. Il a soudainement crié. Ce n'était pas une supplication. C'était un ordre. L'ordre d'un enfant gâté à qui on vient de retirer son jouet préféré. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu l'as fait. Tu dois les rappeler. Dis-leur. Dis-leur que tu plaisantais. Dis-leur que c'était une blague de mauvais goût. Dis-leur n'importe quoi, mais arrange ça. J'ai entendu un son étouffé, comme si Béatrice lui avait arraché le téléphone. Grégoire. Sa voix était complètement différente. Ce n'était plus le cri arrogant de ma cuisine. C'était un murmure sirupeux, désespéré et totalement faux. Grégoire, s'il te plaît. Je suis désolé. J'étais bouleversé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu sais, je t'aime comme un père. S'il te plaît, tu ne peux pas laisser ça nous arriver. Mes parents, nous allions. On peut parler de l'appartement du jardin. Peut-être qu'on a été trop hâtif. Peut-être qu'on peut trouver une autre solution. Juste, s'il te plaît, passe l'appel. Ah, nous y voilà, la négociation. Le moment où elle a réalisé que son pouvoir avait disparu, et elle essayait de marchander avec la chose même qu'elle avait utilisée comme arme. Alors, dis-je, l'appartement du jardin est de nouveau sur la table. C'est ça? Tu me laisses garder ma propre maison en échange de toi gardant la tienne? Oui, n'importe quoi, pleura-t-elle. Arrête juste ça. Nous n'avons nulle part où aller. Mathieu, dis-je, sachant qu'il écoutait. Remets ton fil au téléphone. Il y eut un bruit de manipulation, et la voix de Mathieu revint, maintenant plus petite, brisée. Papa. Mathieu, dis-je, et ma voix changea. Le brouillard du vieil homme confus s'évapora. La chaleur avait disparu. Tout ce qui restait était de l'acier froid et dur. Je ne peux pas arranger ça. Comme je te l'ai dit, je n'ai jamais entendu parler de WC Property. Toi et ta femme êtes des adultes. Vous êtes livrés à vous-même. Vous devrez trouver votre propre logement. Mais on n'a pas d'argent. On a. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, l'interrompis-je. Monte et refroidis. Je te suggère de commencer à faire tes cartons. 24 heures, ce n'est pas beaucoup de temps. Papa, attends. Les cartes de crédit. Les cartes de crédit ne fonctionnent plus non plus. J'ai essayé de réserver une chambre d'hôtel et ça a été refusé. Toutes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai souri. Phase 2. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, Mathieu. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis tenu dans le calme de ma maison et j'ai pris une inspiration profonde et propre. Bon dimanche, Grégoire, me suis-je chuchoté. Bon dimanche en effet. J'ai déconnecté l'appel, coupant les protestations frénétiques et bafouillantes de Mathieu. Le silence qui a rempli mon salon était immédiat et profondément satisfaisant. J'ai pris ma tasse de café, bu une gorgée lente et composé un numéro différent, un numéro dont mon fils ignorait même l'existence. Ça a sonné une fois. Eh bien, sa voix était nette, amusée. Le nom WC Property était une belle touche. Victor, dis-je, laissant un petit sourire jouer sur mes lèvres. Victor est clair, elle aurait apprécié la poésie de la chose. Mon frère gloussa à l'autre bout du fil. Je suis content que ça t'ait plu, Greg. Je pensais que c'était approprié. Donc, je suppose que la phase 1 est terminée. Ils font leur carton au moment où l'on parle, dis-je. Il a été surpris. Il croyait sincèrement que son propriétaire était un étranger. Bien sûr qu'il le croyait, dit Victor, son ton passant de l'amusement à la voix tranchante et précise de l'homme qui gérait notre empire partagé. Cet immeuble est l'un des meilleurs actifs que nous avons achetés il y a 10 ans. Nous venons de résilier la subvention familiale que tu payais secrètement pour lui. Il pensait payer 2 000 par mois pour un pantouse dans le Marais. Le prix du marché est de 7 000. J'ai soupiré, regardant une photo de Claire sur la cheminée. Il m'a traité d'égoïste, Victor. Il ne connaît pas le sens du mot, répondit Victor, sa voix dure. Il vit de ta charité financée par ton silence toute sa vie d'adulte. Il ne le sait juste pas encore. Bienvenue dans le monde réel, Mathieu. Les coups ont commencé juste après minuit. Ce n'était pas un coup poli. C'était le martèlement frénétique et désespéré de poing contre le chêne massif. Pomme.
Boum. Pom. Cela résonnait jusqu'au 4e étage de mon hôtel particulier. Je n'étais pas surpris. Je l'attendais. J'ai marché calmement depuis la cuisine, thé à la main, et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, allumant le petit flux vidéo en noir et blanc. Ils étaient là, illuminés par la lueur crue du réverbère. Mathieu vibrait de panique, ses cheveux en désordre. Béatrice ressemblait à un animal acculé, son manteau coûteux serré autour d'elle, son visage un masque d'incrédulité et de fureur pure. « C'est qui » demandai-je, ma voix calme à travers le haut-parleur. « Il est minuit passé. Papa, ouvre la porte, s'il te plaît. Papa, ouvre la porte. » La voix de Mathieu était aiguë, se brisant. « Mathieu, qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu vas réveiller tout le quartier. » Béatrice le poussa de côté, son visage venant juste devant la caméra. Il l'a encore fait. Matt, il joue à l'idiot. Ouvre cette porte tout de suite, Grégoire. Les cartes de crédit. Elles sont toutes bloquées. Ah, la phase 2. Les cartes de crédit. Je me suis adossé, prenant une gorgée de ma tisane à la camomille. Je savais tout sur ces cartes de crédit. Je savais pour l'American Express Platinum que Béatrice utilisait pour ses week-ends au spa. Je savais pour la Visa Infinite que Mathieu utilisait pour... Eh bien, pour tout ce que Béatrice lui disait d'acheter. Je savais pour la carte du printemps qui avait un solde obscène. Béatrice, avec sa confiance sans faille et son MBA d'une université de second rang, croyait vraiment qu'elle avait mérité ses cartes à limite élevée. Elle se vantait auprès de ses amis de son score de crédit parfait. Elle pensait que cette limite de 100 000 € était le reflet de sa propre intelligence financière. Elle n'avait aucune idée que cette limite était le reflet de mes actifs. Il y a des années, quand Mathieu débutait, il voulait construire son crédit. J'ai cosigné pour sa première carte, un simple geste paternel, une limite de 5 000 € garantie par mon portefeuille. Puis il a rencontré Béatrice. Il voulait une carte commune, une carte de prestige pour réserver leur lune de miel. La banque, bien sûr, a regardé leurs revenus combinés et a ricané. Alors, j'ai passé un appel discret. J'ai mis mon nom comme garant. Je n'ai pas cosigné. Pas cette fois. J'ai simplement garanti avec chaque email de félicitations, vous avez été préapprouvé pour une augmentation de limite. Ils célébraient, c'était ma signature sur un document bancaire qu'ils ne voyaient jamais. Tout leur style de vie étincelant et surendetté n'était pas construit sur leur potentiel. Il était construit sur ma garantie silencieuse et invisible. Ils pensaient voler de leurs propres ailes. Ils n'ont jamais réalisé que j'étais celui qui tenait la ficelle du cerf-volant depuis le début. Et ce soir, j'avais simplement lâché prise. Bloqué, dis-je dans l'interphone, ma voix teintée d'une légère confusion. Mon Dieu, de quoi parlez-vous? Je ne sais rien de vos cartes de crédit. Ne mens pas, hurla Mathieu, pressant son visage contre le haut-parleur. Elles ont toutes cessé de fonctionner exactement au même moment. L'Amex, la Visa, même la carte Amazon. On est coincé, papa. On a essayé de prendre une chambre d'hôtel et ça a été refusé. Sa voix se brisa. On n'a pas d'argent. On n'a nulle part où aller. Eh bien, cela ressemble à un problème personnel avec ta banque, fils, dis-je, ne projetant rien d'autre qu'une légère inquiétude. Peut-être que vous avez trop dépensé. C'est ce qui arrive quand on achète des choses qu'on ne peut pas se permettre. Vous devriez les appeler demain matin. Béatrice était de retour, sa voix tombant dans un sifflement bas et venimeux. Espèce de monstre. C'est une guerre financière. Tu essaies de nous détruire. Tu essaies de nous mettre à la rue. Je suis un enseignant à la retraite. Dis-je, ma voix perdant soudainement toute sa fausse confusion. Je suis chez moi, essayant de dormir. Ce que tu décris, Béatrice, s'appelle des conséquences. Ce sont les choses qui arrivent quand tes actions te rattrapent enfin. Je te suggère de t'y habitué. Ça va être une longue leçon. Je les ai regardées sur le petit écran. Mathieu s'était effondré contre la balustrade, la tête dans les mains. Béatrice fixait l'interphone, sans voix de rage, comprenant enfin que la marionnette avait non seulement coupé ses propres fils, mais qu'il avait été le marionnettiste depuis le début. « Bonne nuit, les enfants », dis-je doucement. J'ai appuyé sur le bouton, et le haut-parleur est devenu silencieux. Je les ai regardés sur le moniteur pendant une autre minute, alors qu'ils restaient là figés sur mon pas de porte dans la nuit froide parisienne. Puis j'ai éteint le moniteur et je suis allé à la cuisine pour remplir ma tasse de thé. Ma tisane était encore chaude. Je venais juste de me réinstaller dans le fauteuil de Claire, le silence profond de l'hôtel particulier étant une couverture bienvenue, quand mon téléphone portable a vibré sur le guéridon. Mathieu. Il était persistant. Je lui accorde ça. J'ai laissé l'appel vibrer, le son discordant contre le calme. Ça s'est arrêté puis a immédiatement recommencé.
Encore et encore. À la troisième tentative, j'ai soupiré, j'ai pris le téléphone et je l'ai mis sur haut-parleur. Papa, ne raccroche pas. S'il te plaît, papa, ne raccroche pas. Sa voix était fine, usée, dépouillée de toute son arrogance antérieure. On est toujours dehors. Il fait froid. Oh! Qu'y a-t-il maintenant, Mathieu? Écoute-moi, espèce de vieux. J'ai entendu un son étouffé, une lutte, et puis la voix de Béatrice, tranchante et venimeuse, a explosé dans la pièce. Vieil homme menteur. Je me suis adossé. J'avais attendu cette partie. Je sais que tu es là à écouter, a-t-elle hurlé, sa voix se déformant de rage à travers le petit haut-parleur. Tu penses que c'est drôle? Tu penses que tu peux juste nous couper de tout et te cacher? Tu penses que tu peux ruiner nos vies et juste t'asseoir dans ta vieille maison poussiéreuse et dégoûtante? Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé se défaire. Ça a toujours été ma meilleure tactique. Laissez-les parler et ils finiront par vous dire exactement qui ils sont. Je sais que tu es derrière tout ça, Grégoire. Elle a crié. Tu as tiré les ficelles. Tu as coupé l'appartement. Tu as gelé les cartes. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Assis là-haut dans ta forteresse comme un roi pathétique et solitaire. Béatrice, je crains de ne pas savoir. La ferme. Rugiel. N'ose pas jouer aux vieils hommes confus avec moi. Plus maintenant. Je vois exactement ce que tu es. Tu es un vieil homme vindicatif, égoïste et amer, et tu vas payer pour ça. Je jure devant Dieu, tu vas payer. On va te poursuivre en justice. Elle a crié, la menace éclatant enfin. Tu penses que tu peux juste nous faire ça? On a des droits. Mathieu a des droits. C'est ton fils. Vos droits s'arrêtent là où ma patience s'arrête, Béatrice. Mon calme n'a fait qu'alimenter sa fureur. Patience? Tu n'auras plus rien avec quoi être patient quand j'en aurai fini avec toi. Tu veux jouer dur, Grégoire? Jouons. Qu'est-ce que tu penses qu'un juge va voir? Sa voix a soudainement baissé, devenant basse et calculatrice. C'était la voix d'un prédateur qui croyait avoir enfin acculé sa proie. Un homme de 69 ans. Elle commença à savourer chaque mot. Vivant tout seul dans une immense maison de 4 étages. Un homme qui n'a pas travaillé depuis des années. Un homme qui devient confus. Un homme qui oublie des choses. Qui raccroche au nez de son propre fils aimant et inquiet. Je ne suis pas confus, Béatrice. Oh, tu le seras. Elle siffla. Tu as 69 ans. Tu vis seul. Tu divagues. Tu montres un comportement paranoïaque erratique. Tu accumules des choses. Oui, c'est ça. Tu es un accumulateur vivant dans une maison en décomposition. C'est un cas d'école classique. Je pouvais entendre Mathieu en arrière-plan, un faible Béatrice, peut-être. Peut-être que ça va trop loin. La ferme, Matt. C'est la seule façon, il nous a forcé la main. Elle était de retour, sa voix remplie d'une rancune triomphante. Nous allons demander au tribunal une mise sous tutelle, Grégoire. Nous ferons venir des médecins. Nous leur dirons comment tu échoues à prendre soin de toi. Nous prouverons à un juge que tu es mentalement incompétent, que tu n'es plus apte à gérer tes propres biens, fit-elle, prenant une inspiration, laissant la menace atterrir. Et quand nous l'obtiendrons, continua-t-elle, sa voix tombant presque à un murmure. Quand nous serons aux commandes, la toute première chose que nous ferons sera d'approuver la demande de mes parents pour l'appartement du jardin. Et la deuxième chose que nous ferons sera de vendre cette maison ridiculement surdimensionnée et de t'installer dans une jolie petite chambre appropriée dans une maison de retraite. La meilleure, bien sûr. Nous ne sommes pas des monstres. Nous aurons cette maison, Grégoire. Elle finit, sa voix tremblant de l'intensité de sa cupidité. D'une manière ou d'une autre, que tu nous la donnes ou que le tribunal le fasse, elle sera à nous. C'était ça. Le scénario exact que Victor avait prédit. Les mots exacts qu'il m'avait averti qu'elle utiliserait. Ils étaient si prévisibles. Tu as fini? Demandai-je, ma voix toujours parfaitement calme. La question l'a prise au dépourvu. Quoi? Tu as fini avec ton plan de mise sous tutelle? Tu penses que je plaisante? Regarde-moi faire, vieil homme. J'appelle un avocat tout de suite. On te fera évaluer d'ici la fin de la semaine. Bien, dis-je. Je t'en prie, fais-le. Et Béatrice? Quoi? Cracha-t-elle. J'espère que tu sais que cet appel, comme tous les appels vers ma ligne personnelle, est enregistré. Ton avocat trouvera probablement cela très intéressant. Spécifiquement la partie sur la fabrication de preuves pour me faire déclarer incompétent. Je crois que le terme juridique pour cela est conspiration en vue de commettre une fraude et abus de faiblesse sur personne vulnérable. Silence. Un silence absolu, assourdissant et magnifique. J'ai entendu un petit son étranglé comme un halètement. Tu
Tu n'oserais pas. Je viens de le faire, dis-je. Merci d'avoir fourni une preuve aussi claire de tes intentions. Ce sera inestimable. Maintenant, n'appelle plus ce numéro. Tu auras des nouvelles de mon représentant légal sous peu. Au revoir, Mathieu. J'ai mis fin à l'appel. J'ai regardé l'écran sombre. Le piège était tendu et elle venait de marcher dedans avec arrogance, entraînant mon fils dans sa chute. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel de mon téléphone, plongeant le salon dans un silence lourd et satisfaisant. Leurs cris frénétiques ont été coupés net. Je les imaginais dehors sur le trottoir froid, fixant leur téléphone avec incrédulité, le poids de mes derniers mots s'enfonçant enfin. Fraude enregistrée. Abus de faiblesse. J'ai pris une gorgée calme de mon thé. Il était encore chaud. Je ne sentais aucun tremblement dans ma main. Je ne ressentais rien d'autre qu'une concentration froide et claire. Ils étaient si prévisibles, si parfaitement, totalement prévisibles. J'ai composé le numéro de Victor. Il a répondu à la première sonnerie, comme je savais qu'il le ferait. Elle a mordu à l'hameçon, dis-je, ma voix égale. Bien sûr qu'elle l'a fait. La voix de Victor répondit, lisse et tranchante comme de l'acier poli. Combien de temps cela a-t-il pris? Environ 3 minutes de cri. Elle va me faire déclarer incompétent. Un vieil homme sénile. C'étaient ses mots exacts. Elle demande la tutelle. J'ai entendu Victor laisser échapper un rire sec. Merveilleux. Tout simplement merveilleux. Elle marche droit dans le piège que nous lui avons tendu. Maître de la Croix est déjà préparé pour cette motion exacte. Elle a 3 évaluations psychiatriques indépendantes dans son dossier pour toi, datant des 6 derniers mois. Toutes déclarant que tu es plus vif que la plupart des hommes de la moitié de ton âge. Laisse-les essayer. Cela ne fera que renforcer notre dossier. Bien. J'ai dit, ils sont désespérés, Victor. Ils sont fauchés, sans abri et furieux. Ils feront quelque chose de stupide. Ils l'ont déjà fait. Victor me corrigea. Et maintenant, Greg, pendant qu'ils sont occupés à chercher un avocat qu'ils ne peuvent pas se permettre, je pense qu'il est temps que nous parlions de la petite start-up de Mathieu, celle que tu as financée avec tes économies. J'ai senti une torsion dans mon ventre. C'était la partie que je redoutais. L'audit est revenu. Oh, il est revenu, dit Victor. Et c'est encore pire que ce que nous pensions. Es-tu prêt pour la phase 3? J'ai fixé le rapport d'audit que Victor venait de m'envoyer par coursier. Phase 3, avait-il appelé cela? Cela ressemblait plus à un rapport d'autopsie. Le chiffre principal était encerclé à l'encre rouge. 100 000 €. Je me souvenais du jour où cet argent avait quitté mon compte. C'était il y a presque 2 ans jour pour jour. Mathieu s'était présenté à l'hôtel particulier à l'improviste. Il n'a pas seulement frappé. Il a martelé la porte, vibrant d'une énergie maniaque que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. Papa, c'est ça. C'est la bonne. Il faisait les 100 pas dans mon salon, mon vieux tapis persan usé étouffant ses chaussures coûteuses. Il ne pouvait pas tenir en place. Papa, j'ai une opportunité, dit-il, ses mains gesticulant sauvagement. Une start-up de marketing numérique. Mon collègue, eh bien, Béatrice dit que c'est un génie. On entre au rez-de-chaussée. C'est révolutionnaire. J'étais assis dans le vieux fauteuil de Claire, celui avec les ressorts qui gémissaient, et je jouais mon rôle. J'avais l'air inquiet. Je me tordais les mains. Une start-up, Mathieu. Cela semble risqué. Très risqué. Tu as un emploi stable. Béatrice a un emploi stable. Un emploi sans avenir. Papa, tu ne comprends pas? C'est notre chance. C'est notre chance de finalement, tu sais, vivre, de prendre de l'avance, d'arrêter de s'inquiéter pour le loyer et les factures chaque mois. Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a enfin regardé. C'était le regard, celui qu'il réservait pour quand il avait vraiment besoin de quelque chose. C'était un cocktail puissant d'espoir désespéré et de sentiments de droit profond. Papa, dit-il, sa voix tombant dans un murmure conspirateur. J'ai besoin de 100 000 €. J'ai laissé le chiffre pendre dans l'air entre nous. J'ai laissé le silence s'étirer, rempli seulement par le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le hall. J'ai mis ma tête dans mes mains, frottant mes tempes, jouant le rôle d'un pauvre père inquiet, face à une demande impossible. Mathieu, 100 000, dis-je, ma voix lourde d'un faux désespoir. Fils, je n'ai pas ce genre d'argent qui traîne. Tu sais que je suis sur une pension fixe. Son visage s'affaissa, son excitation se transformant instantanément en frustration maussade. Bien sûr que si, dit-il, sa voix tranchante. La maison, cette maison vaut des millions. Tu pourrais prendre une petite hypothèque, un prêt viager. Ce n'est rien. Je me suis levé en secouant la tête. La maison est payée, Mathieu. Je ne mets pas la maison de Claire, ma maison,
en danger pour un peut-être. Absolument pas. Il se dégonfla. Il savait que c'était une bataille perdue. Il pivota, sa voix devenant douce, suppliante. « Papa, s'il te plaît, dit-il. Je ne demanderai pas si ce n'était pas une valeur sûre. Ce n'est pas un pari. C'est un investissement. Un investissement en moi, en ta famille, en tes futurs petits-enfants. » Ah, c'était là. L'atout émotionnel. Les petits-enfants que j'avais toujours voulu. J'ai laissé échapper un long soupir tremblant, le soupir d'un homme vaincu par l'amour paternel. J'ai marché lentement, traînant les pieds jusqu'au vieux bureau en bois dans le coin. J'ai déverrouillé le tiroir du bas. De dessous une pile de vieilles déclarations d'impôts, j'ai sorti un petit livret d'épargne bleue. C'était un accessoire, un simple compte d'épargne que je gardais avec un solde modeste et crédible pour exactement ce genre de performance. Je le lui tendis. Ses mains tremblaient en le prenant. « C'est tout, Mathieu. » J'ai menti, ma voix se brisant juste assez. C'est tout ce que Claire et moi avons réussi à économiser. Toutes nos économies d'une vie. J'ai laissé cela pénétrer. C'était censé être pour ma retraite, pour les urgences. Il ouvrit le livret. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le solde. 103 450 €. Pour lui, c'était une fortune. Pour moi, c'était une erreur d'arrondi. « Papa, je ne sais pas quoi dire. Si je te donne ça, dis-je, mettant ma main sur son épaule. C'est tout. Il ne reste rien. Tu me comprends? Il n'y a rien. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas perdre ça. » Il regarda du livret à mon visage, ses yeux brillants de cupidité et d'excitation. « Je ne te laisserai pas tomber, papa, dit-il, sa voix serrée par l'émotion. Je le promets. Je doublerai ça en un an. Tu verras. Je te rendrai enfin fier. » Il m'a serré dans ses bras, une étreinte rapide et maladroite, et puis il a pratiquement couru hors de la porte, serrant le livret contre sa poitrine comme un billet de loterie gagnant. J'ai fermé la porte derrière lui. Je suis resté là un moment. Puis je suis retourné à mon bureau, j'ai pris mon autre téléphone, celui qu'il ne connaissait pas, et j'ai composé le numéro de Victor. « C'est fait, dis-je. Il a les 100 000. » Victor soupira à l'autre bout. « Es-tu absolument sûr de ça, Greg? Tu sais ce qu'elle va faire avec. »« Je sais, dis-je. C'est le but. Le chèque sera encaissé demain. Commence la piste d'audit. » J'ai raccroché. Mathieu pensait qu'il venait d'assurer son avenir avec les économies de toute ma vie. La vérité, c'est que ces 100 000 € n'étaient que les intérêts que mon portefeuille avait rapportés ce jour-là. Et maintenant, 2 ans plus tard, je fixais le rapport d'audit dans ma main. Victor avait raison. Béatrice n'avait même pas attendu une semaine. La start-up n'était qu'une coquille vide, un compte fantôme, et l'argent avait disparu. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine. L'enregistrement de la menace de Béatrice était sauvegardé, sécurisé. Mes mains, notai-je avec une sorte de curiosité distante, étaient parfaitement stables. J'ai baissé les yeux sur l'épaisse enveloppe Kraft que Victor avait fait livrer 1 heure plus tôt, alors qu'ils étaient dehors à crier sur mon trottoir. Phase 3. Cela ressemblait moins à un plan et plus à une autopsie. J'ai ouvert le fermoir et j'ai fait glisser le rapport d'audit judiciaire de 40 pages. Il ne fallait pas 40 pages pour comprendre la vérité. Il ne fallait que le résumé de la page 1. La start-up de marketing numérique que Mathieu m'avait présentée il y a 2 ans. Celle pour laquelle il avait supplié, celle dont il avait juré qu'elle serait son héritage, n'avait jamais vraiment existé. C'était un fantôme. Une société écran enregistrée au Luxembourg par une certaine Hugues Béatrice. Elle n'avait même pas été créative à ce sujet. Elle avait utilisé mon argent pour créer un vide juridique conçu dans un seul but, le vol. J'ai regardé la première transaction majeure datée de seulement 3 jours après que j'avais remis en larmes mon livret d'épargne. Un virement bancaire, 70 000 €. Ce n'était pas pour de l'espace serveur. Ce n'était pas pour les salaires des employés ou le loyer du bureau. C'était un acompte sur un véhicule, une Maserati Levante rouge vive 2023. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. J'avais vu cette voiture. Béatrice l'avait garée en bas de la rue le mois dernier quand ils sont venus pour le déjeuner dominical. C'est une voiture de fonction, s'était-elle vantée, faisant tourner les clés. Un bonus de performance de mon nouveau travail. Mon fils, mon pauvre fils aveugle, s'était tenu à côté d'elle, rayonnant de fierté devant son sens des affaires. Il n'avait aucune idée qu'elle conduisait son héritage, mon sacrifice. Elle avait pris l'argent que je leur avais donné pour leur avenir, et l'avait enveloppé dans 2 tonnes d'acier italien pour elle-même. Mais la voiture n'était que l'apéritif. C'était le péché de l'arrogance, de l'impulsion. La transaction suivante était le plat principal.
C'était le péché de la cupidité sociopathique pure et calculée. Les 30 000 € restants. Ils n'avaient pas été dépensés en sac Gucci ou en dîner somptueux. Ils avaient été déplacés. Un seul virement bancaire propre acheminé par 3 banques différentes avant d'atterrir finalement dans un compte offshore. Un compte numéroté privé aux îles Caïmans. Un compte sous un seul nom, Béatrice Dupont, son nom de jeune fille. J'ai laissé le rapport tomber de mes mains sur la table. J'ai enfin compris. J'avais été tellement concentré sur eux, sur Mathieu et Béatrice comme une seule unité toxique, que j'avais raté la vraie dynamique terrifiante. Ce n'était pas un partenariat. C'était un parasite se nourrissant de son hôte. Elle ne me manipulait pas seulement. Elle volait activement et systématiquement Mathieu aussi. Elle construisait son propre canot de sauvetage privé pendant que les deux, dans son esprit, coulaient. Elle n'avait aucune intention de rester avec lui. Elle siphonnait simplement chaque actif qu'elle pouvait de son père et de lui avant de faire sa sortie. Mon investissement de 100 000 € n'était pas pour leur avenir. C'était le capital d'amorçage pour sa fuite. La rage que je ressentais n'était plus seulement pour moi. C'était pour Mathieu. C'était un imbécile. Oui, il était faible. C'était un lâche. Mais c'était mon fils et elle le saignait à blanc comme un vampire et il la remerciait pour ça. Je me suis levé, le rapport serré dans mon poing. Mon esprit s'emballait. Le plan de Victor était excellent, mais ceci changeait les choses. Il ne s'agissait plus seulement de leur donner une leçon. Il s'agissait d'arrêter un prédateur avant qu'elle ne détruise complètement mon fils. J'étais à mi-chemin du téléphone pour appeler Victor pour lui dire ce que j'avais trouvé quand la sonnette a retenti. C'était une sonnerie officielle et nette, pas le martèlement frénétique et désespéré de la nuit dernière. Mon cœur s'est soudainement serré. J'ai marché jusqu'à l'interphone près de la porte et j'ai appuyé sur le bouton pour le petit flux vidéo en noir et blanc. Une femme se tenait sur mon pas de porte. Elle avait la quarantaine, vêtue d'un tailleur-pantalon bleu professionnel, tenant un porte-bloc et un badge plastifié. Elle avait l'air sérieuse, officielle et profondément déplacée. J'ai appuyé sur le bouton pour parler. Oui, monsieur Grégoire Hugues. Sa voix était claire, ferme et ne portait aucune chaleur. C'est moi. Puis-je vous aider ? Je m'appelle Madame Schmitt, dit-elle, tenant son identification devant le petit objectif de la caméra. Je suis enquêtrice sociale des services de protection des majeurs. Nous avons reçu une plainte formelle et urgente concernant votre bien-être et votre compétence mentale. Puis-je entrer, s'il vous plaît ? Service de protection des majeurs. Les mots sur son badge semblaient aspirer tout l'air de la pièce. Madame Schmitt. Elle avait un visage gentil et fatigué, le visage de quelqu'un qui a vu trop d'histoires tristes. Elle entra dans mon hall, ses yeux prenant tout en compte avec un coup d'œil rapide et exercé. Les meubles poussiéreux, la pile de vieux journaux que j'avais volontairement laissés par terre, la tasse de thé non lavée sur le guéridon. « Monsieur Hugues » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. J'ai traîné les pieds dans ma vieille robe de chambre tachée, celle que Claire avait toujours détestée. Je ne m'étais pas rasé depuis 3 jours. Je me suis assuré que mes mains tremblaient légèrement alors que je resserrais la robe. Oui, je n'attendais personne. Je comprends, monsieur, dit-elle en entrant dans le salon. Puis-je m'asseoir ? Comme je l'ai dit, je m'appelle Madame Schmitt. Je suis avec les services sociaux. Nous avons reçu une plainte de votre fils, Mathieu, et de sa femme, Béatrice. J'ai cligné des yeux, écarquillant les miens dans une fausse confusion. Mathieu, mon fils, est-ce qu'il va bien ? Est-ce que Béatrice va bien ? Madame Schmitt s'assit sur le bord du fauteuil de Claire, sortant un bloc-notes de sa mallette. Elle était très professionnelle. Ils vont bien, monsieur Hugues. Ce sont eux qui s'inquiètent pour vous. Moi ? J'ai laissé ma voix trembler. Mais pourquoi ? Je viens de leur parler. C'était dimanche. Ils étaient en colère. Je pense qu'ils sont très inquiets, monsieur, dit-elle, son stylo prêt sur le papier. Ils ont déclaré que vous avez montré un comportement erratique, que vous ne mangez pas correctement, que vous semblez confus et que vous vous barricadez dans votre maison. Je me suis effondré sur le canapé, laissant ma tête tomber dans mes mains tremblantes. C'était la performance. Oh là là! Oh là là! Ce sont de si bons enfants. De si bons enfants, monsieur. J'ai levé les yeux, laissant une larme se former au coin de mon œil. Ils s'inquiètent juste trop, Madame Schmitt. Vous savez comment sont les enfants. Monsieur Hugues, dit-elle, sa voix s'adoucissant juste d'une fraction. C'était une bonne personne, faisant juste son travail, ce qui rendait l'utilisation d'elle par Béatrice encore plus dégoûtante. Ils ont aussi mentionné que vous avez eu un accès de colère, que vous les avez mis dehors de la maison dimanche. J'ai secoué la tête comme pour essayer de dissiper un brouillard. Je ne me souviens pas de ça.
C'était la maison. Oui, la maison. La maison, monsieur. Béatrice, c'est une bonne fille, vous savez. Très pratique. Je me suis penché comme pour partager un secret. Elle pense que j'ai trop d'espace. Elle veut la maison. Elle continue de me le dire. Elle dit que je devrais être dans un foyer, un de ces endroits. J'ai regardé autour de la pièce, mes yeux écarquillés d'une terreur feinte. Elle veut me mettre dans une maison de retraite. Le stylo de Madame Schmidt s'arrêta de bouger. Sa femme Béatrice vous a dit ça? Oh oui. Elle et Mathieu, ils veulent juste ce qu'il y a de mieux. Ils disent que je ne suis pas en sécurité ici tout seul. J'ai fait un geste vers la pièce. Et peut-être qu'ils ont raison. J'oublie des choses. J'ai oublié la dinde dans le four tout à l'heure. Pouvez-vous la sentir? Il n'y avait pas de dinde. Le four était froid. Les yeux de Madame Schmidt clignotèrent vers la cuisine, puis revinrent vers moi. Une petite ride, presque imperceptible, apparut entre ses sourcils. Monsieur Hugues, votre famille a déclaré que c'est vous qui êtes devenu agressif quand ils ont proposé de vous aider. Aider, dis-je, ma voix montant dans une panique. Oui, aider. C'est le mot qu'elle a utilisé. On doit t'aider à déménager, papa. On doit t'aider à gérer ton argent. Béatrice. Béatrice est très douée avec l'argent. Je me suis souvenu d'une conversation que j'avais entendue il y a 2, peut-être 3 ans, avant que je ne comprenne pleinement ce qu'elle était. Mathieu avait perdu une petite commission à son travail. Il était bouleversé. J'ai entendu sa voix depuis leur chambre, nette et claire. Ça n'a pas d'importance, Matt. C'est un vieil homme. Cet hôtel particulier est notre vrai plan de retraite. On doit juste être patient. Je m'étais dit qu'elle était juste pratique. Je m'étais menti à moi-même. Monsieur Hugues, dit Schmidt, me tirant de ma fausse confusion. Êtes-vous en train de dire que vous vous sentez sous pression par votre fils et votre belle-fille? Sous pression? Je l'ai regardé, mes yeux grands et innocents. Oh non, ma chère. Il m'aime. Mathieu c'est mon garçon. Il est juste fatigué. Il travaille si dur. Et Béatrice? Elle veut juste réussir. Elle veut la maison. Elle m'a dit que je suis égoïste. Ma voix se brisa. Elle a dit, je suis un fardeau. Suis-je un fardeau, Madame Schmidt? J'ai laissé une seule larme rouler sur ma joue mal rasée. J'ai observé son visage. C'était une professionnelle, mais elle était humaine. Le récit que Béatrice lui avait servi d'un vieil homme confus et agressif commençait à entrer en conflit avec la réalité devant elle, un père terrifié et au cœur brisé. Bien sûr que vous n'êtes pas un fardeau, monsieur Hugues, dit-elle doucement. Mais ils ont besoin de cette maison, insistai-je, poussant la performance. Les parents de Béatrice, ils ont besoin d'un endroit où vivre. Elle a dit que je devais les laisser emménager dans l'atelier de Claire, dans l'appartement du jardin. J'ai dit non, je pense que c'est laquelle, elle s'est mise tellement en colère. Elle a cassé une assiette. Elle a cassé une assiette. Le stylo de Madame Schmidt volait maintenant. Je crois bien. C'était un accident. Je suis sûr que c'était le cas. Elle ne me ferait jamais de mal. C'est la famille. J'étais en train de peindre le tableau parfait pour elle, un vieil homme terrifié et semblant sénile trouvant des excuses pour ses enfants abusifs et motivé par l'argent. Monsieur Hugues, dit-elle, sa voix maintenant remplie d'un nouveau genre d'inquiétude, plus tranchante. Je dois vous poser quelques questions supplémentaires sur vos finances. Qui gère votre pension? Mon argent. Oh, je pense que Mathieu m'aide. Il dit que je ne suis plus bon avec les chiffres. J'ai laissé la phrase en suspens. Je l'ai regardé l'écrire. Le sujet rapporte, le fils contrôle les finances. Le piège était tendu. L'appât était pris. Béatrice et Mathieu pensaient avoir envoyé une enquêtrice pour certifier mon incompétence. Au lieu de cela, ils venaient de me fournir un témoin officiel et impartial de leur propre conspiration. Pile au bon moment, comme dirigé par un dramaturge, la sonnette du bas a retenti. Pas un martèlement frénétique, mais une sonnerie nette, propre et autoritaire. 2 coups rapides qui ont résonné dans la maison calme. J'ai sursauté, serrant ma robe de chambre tachée. J'ai fait trembler mes mains. Oh là là! Oh mon Dieu! Qui est-ce? Je n'attends personne d'autre. Je vous ai dit que je ne reçois pas beaucoup de visiteurs. J'ai traîné les pieds vers l'interphone, m'appuyant contre le mur pour me soutenir. Peut-être que c'est Béatrice. Elle se met tellement en colère. Peut-être qu'ils sont revenus. Madame Schmidt s'est levée, plaçant une main rassurante sur mon bras. Tout va bien, monsieur Hugues. Je suis là. Vous êtes en sécurité. Voyons juste qui c'est.
J'ai hoché la tête, les yeux écarquillés d'une terreur feinte. J'ai appuyé sur le bouton pour parler. Allô, Grégoire. Ouvre la porte. C'est Victor. La voix qui a retenti à travers le haut-parleur n'était pas faible. Elle était tranchante, puissante et crépitait d'impatience. Nous sommes en retard. J'ai tâtonné avec le bouton de déverrouillage comme si je ne savais pas comment il fonctionnait. Oh. Oh, Victor. Oui. Montez. Montez. Madame Schmidt avait l'air confuse. Victor, mon frère, bafouillai-je, m'éloignant de la porte en traînant les pieds. Il m'aide parfois avec mes papiers. Le vieil ascenseur de mon immeuble haussmannien est atrocement lent. Nous avons entendu le bruit sourd et lourd alors qu'il arrivait à mon étage. Le raclement métallique de la grille qui s'ouvre. Puis des bruits de pas. Pas les pas traînants d'un vieil homme, mais le clic-clac rapide, confiant et coûteux de chaussures italiennes à semelles dures sur le carrelage du couloir. La porte s'ouvrit et 2 personnes entrèrent. Le contraste dans la pièce était si frappant qu'il en était presque violent. Madame Schmidt se figea, son bloc-notes oublié. Victor, mon frère cadet, se tenait là comme une force de la nature. Il était immaculé dans un costume Armani bleu foncé dont je savais pertinemment qu'il coûtait plus que le salaire mensuel de Madame Schmidt. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coupés. Une montre Patek Philippe scintillait à son poignet. Il tenait une mallette en cuir de crocodile élégante. À côté de lui, tout aussi imposante, se tenait Maître Delacroix, notre avocate principale. Elle portait une robe noire taillée sur mesure, de simples clous d'oreilles en diamant, et une expression qui ne manquait rien. « Greg, te voilà. » Victor entra grandes enjambées dans la pièce, ses yeux scannant ma robe de chambre tachée et mon visage mal rasé avec un éclair plat d'agacement théâtral. Il ne jeta même pas un coup d'œil à Madame Schmidt. Toute sa performance était pour elle. « Je suis tellement désolé que nous soyons en retard, » tonna-t-il, me tapant sur l'épaule. Un geste si énergique qu'il a presque fait sortir le vieil homme fragile de moi. Cet appel avec les investisseurs de Zurich, mon Dieu, ils discutent sur chaque point de pourcentage. Ça a largement dépassé le temps prévu. Les yeux de Madame Schmidt étaient grands comme des soucoupes. Elle dardait son regard de mes pantoufles usées au costume étincelant de Victor, puis à la mallette de Maître Delacroix. La dissonance cognitive dans la pièce était palpable. J'ai joué mon rôle. J'ai passé une main tremblante dans mes cheveux décoiffés. J'ai serré ma robe de chambre plus fort. Victor. Zurich, je suis confus. Quelle réunion. Victor se tourna enfin vers Madame Schmidt. Comme s'il venait juste de la remarquer, il lui fit un signe de tête poli et dédaigneux. « Excusez-nous, mademoiselle. Mon frère et moi avons une affaire urgente. » Il se tourna vers moi. « Greg, le rendez-vous de 15 heures, dit-il en tapotant sa montre. Le fonds de capital risque. Nous devons finaliser l'accord d'acquisition avant la clôture du marché à 16 heures. As-tu oublié ? » J'ai regardé Victor. J'ai regardé Maître Delacroix. J'ai regardé Madame Schmidt, qui avait l'air d'assister à une pièce de théâtre dans une langue étrangère. Puis j'ai claqué des doigts, un geste de mémoire soudaine et troublée. « Oh par tous les saints !» m'exclamai-je, ma voix soudainement plus claire, bien qu'encore tremblante. « Zurich, le fonds WC. Bien sûr. Ça m'est complètement sorti de l'esprit. Victor, je suis tellement désolé. J'ai eu une matinée très distrayante. » Madame Schmidt était complètement figée. Ses yeux grands comme des soucoupes dardaient de la montre coûteuse de Victor à l'expression sévère de Maître Delacroix, puis revenaient vers moi. J'étais toujours dans ma robe de chambre tachée, mais le tremblement de mes mains s'était arrêté. Le brouillard de ma fausse confusion s'était évanoui, remplacé par une immobilité froide et tranquille. Je l'ai observée alors qu'elle essayait désespérément de concilier les 2 réalités. Le vieil homme sénile, paranoïaque et agressif décrit dans sa plainte, et l'homme qui avait apparemment des réunions urgentes de plusieurs millions d'euros avec des investisseurs en capital risque de Zurich. Son cerveau était visiblement en court-circuit. Maître Delacroix s'avança. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Sa présence seule semblait faire baisser la température dans la pièce. Elle s'adressa à Madame Schmidt avec la précision polie et létale d'un chirurgien. « Excusez-moi. Je suis Maître Delacroix, conseil juridique de Monsieur Grégoire Hugues. » Elle tendit une carte de visite gaufrée. Madame Schmidt tâtonna pour la prendre, ses yeux ne quittant jamais le visage de Maître Delacroix. « Et vous êtes ?»« Je suis Madame Schmidt des services de protection des majeurs, » bafouilla-t-elle, tenant son badge plastifié comme si c'était un bouclier. « Je vois, » dit Maître Delacroix, ne jetant même pas un coup d'œil au badge.
Et sur quelle autorité interrogez-vous actuellement mon client dans sa résidence privée, sans la présence de son conseil juridique? Sur la base de quoi exactement? Un coup de téléphone. Madame Schmidt se hérissa légèrement, essayant de retrouver son assise professionnelle. Je suis ici sur la base d'une plainte formelle et urgente déposée par son fils, Monsieur Mathieu Hugues, et sa femme. Ils sont profondément inquiets pour son bien-être et sa capacité à prendre soin de lui-même. Maître Delacroix faillit sourire. Ce n'était pas un sourire gentil. Inquiet? C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant. Elle ouvrit sa propre mallette en crocodile, jumelle de celle de Victor, et produisit un document épais estampillé par le tribunal. C'est fascinant parce que nous sommes ici pour signifier à Monsieur Hugues sa copie d'une ordonnance de protection temporaire, une ordonnance déposée ce matin par notre cabinet contre Monsieur Mathieu et Madame Béatrice Hugues. Elle tendit une copie de l'ordonnance à Madame Schmidt, qui la prit machinalement, sa main tremblant. Si vous lisez la section 3, continua Maître Delacroix doucement, sa voix coupant à travers le silence. Vous verrez que l'ordonnance a été accordée sur la base de preuves documentées de conspiration en vue de commettre une fraude, de malversation financière, et voyons voir. Elle ajusta ses lunettes. Ah oui. Une campagne coordonnée de harcèlement et d'abus psychologiques dans le but d'escroquer un aîné vulnérable. Le visage de Madame Schmidt devint blanc. Elle lut le document, ses yeux scannant le jargon juridique, les mots Béatrice Hugues et Mathieu Hugues apparaissant encore et encore. Je pouvais voir le moment exact où elle comprit. Elle comprit la fausse inquiétude. Elle comprit les mensonges sur mon agressivité. Elle comprit qu'elle n'avait pas été envoyée ici comme une sauveuse. Elle avait été envoyée ici comme une arme. Béatrice et Mathieu ne l'avaient pas appelée pour me protéger. Ils l'avaient appelée pour créer la preuve même d'incompétence dont ils avaient besoin pour leur demande de tutelle. Elle avait été manipulée. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux remplis d'une nouvelle compréhension horrifiante et d'une profonde honte professionnelle. « Oh mon Dieu !» chuchota-t-elle. Elle regarda Maître Delacroix, puis Victor, puis revint vers moi, toujours debout là dans ma vieille robe miteuse. « Monsieur Hugues, je suis tellement terriblement désolé, bafouilla-t-elle, rassemblant son bloc-notes, ses mains tremblant maintenant bien plus que les miennes ne l'avaient jamais fait. On m'a donné des informations fausses et trompeuses. C'est hautement irrégulier. Ce n'est pas la procédure standard. Je suis sûr que ça ne l'est pas, Madame Schmidt, dis-je, ma voix douce à nouveau, le masque du gentil vieil homme glissant de nouveau. Merci d'être passé. J'apprécie votre sollicitude. Elle fuit pratiquement l'appartement. Elle n'attendit pas l'ascenseur. J'entendis ses pas rapides et paniqués résonner dans la cage d'escalier alors qu'elle courait. Victor ferma la porte lentement. Il me regarda ma robe de chambre, et laissa échapper un rire court et sec. « Eh bien, Greg, dit-il, la phase 2 est terminée. Maintenant, allons-nous discuter de la phase 3 ? Parlons de cette start-up. » Le bourdonnement était la première chose qui brisa le silence. Un coup bas et énervé contre la vitre. Mathieu écrasa la grosse mouche qui s'assommait stupidement contre la fenêtre de la chambre de motel. La chambre sentait le tabac froid, l'eau de javel et le désespoir. C'était une odeur à laquelle il commençait à s'habituer. « Arrête ça !» claqua Béatrice depuis le lit grumeleux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses vêtements coûteux étaient maintenant froissés d'avoir dormi dedans pendant 2 nuits. « Tu me donnes mal à la tête. »« Tout te donne mal à la tête, » marmonna Mathieu, s'affalant sur l'autre lit. Les ressorts gémirent en signe de protestation. C'était leur vie maintenant. Une boîte de 12 mètres carrés avec une enseigne au néon clignotante à l'extérieur qui peignait la chambre dans des teintes maladives de rouge et de vert. Ils étaient là depuis 48 heures. 48 heures depuis qu'ils avaient été expulsés de leur appartement. 48 heures depuis que leur carte de crédit était devenue des morceaux de plastique inutiles. Il ne leur restait que le dernier de leur argent liquide. Encore 200 €, peut-être assez pour 2 nuits de plus s'ils sautaient des repas. Un coup sec à la porte les fit sursauter tous les deux. « C'est qui » appela Mathieu, sa voix tremblant. « Service de messagerie, paquet pour une Madame Béatrice Hugues. » Béatrice fut à la porte en un instant, l'ouvrant brusquement. Un jeune homme en uniforme, essayant de ne pas regarder l'état de la chambre, lui tendit une enveloppe épaisse à l'aspect officiel et un porte-bloc. Elle signa son nom avec un fioriture, comme si elle était encore la cadre supérieure en devenir, et lui claqua la porte au nez. « Qu'est-ce que c'est » demanda Mathieu en s'asseyant. « C'est de lui ? C'est de son avocat, » dit Béatrice, sa voix dégoulinant de venin. Elle déchira l'enveloppe avec ses ongles parfaitement manucurés. Ses yeux scannèrent le document. Puis toute couleur quitta son visage. « Quoi » dit Mathieu en se levant. « Béatrice, qu'est-ce que c'est » Elle ne répondit pas. Elle lui tendit juste les papiers, sa main tremblant.
Il lut la première ligne. Ordonnance de protection temporaire. Son estomac se souleva. Il continua de lire. Le jargon juridique était dense, mais le message était brutalement clair. Il leur était interdit de contacter Grégoire Hugues. Interdit d'appeler, d'envoyer des emails ou des SMS. Interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de sa propriété, l'hôtel particulier. Interdit de faire des enquêtes sur ses affaires financières ou médicales. Il ne peut pas faire ça, chuchota Mathieu. Oh, ça s'améliore, dit Béatrice, sa voix d'un monotone plat et mort. Elle reprit les papiers et lut à haute voix. De plus, cette ordonnance est accordée sur la base de preuves documentées d'un rapport frivole et malveillant déposé auprès des services de protection des majeurs et il est stipulé ici qu'une plainte formelle contre nous a été transmise au bureau du procureur de la République pour enquête sur une conspiration en vue de commettre une fraude et sa voix se brisa, abus de faiblesse sur personne vulnérable. Mathieu s'effondra sur le lit. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il nous poursuit après tout ça. Il nous poursuit. Béatrice commença à rire. C'était un son terrible. Aigu, tranchant et bordant l'hystérie. Il ne nous poursuit pas, espèce d'idiot. Il nous détruit. Ce n'est pas un procès. C'est une exécution. Elle jeta les papiers à travers la pièce. La visite des services sociaux. C'était un piège. Il savait qu'on le ferait. Il s'est joué de nous. Il s'est joué de moi. Elle attrapa son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Mes cartes. J'essaie encore. Elle le tint à son oreille. Refusé. Toujours refusé. Elle jeta le téléphone contre le mur où il frappa avec un bruit sourd et glissa au sol. Il nous a coupé de tout. On n'a rien. On est dans ce taudis. Et c'est tout. C'est tout. Elle se tourna vers lui, ses yeux flamboyants. C'est ta faute. Ma faute? Bafouilla Mathieu. Oui, toi. Tu étais censé connaître ton propre père. C'est juste un vieil homme simple. Tu as dit qu'il était solitaire. Qu'il était confus. C'est toi qui étais confus. Tu as vécu avec lui toute ta vie, et tu n'as jamais même réalisé qui il était. Quel genre de raté es-tu? Moi? Mathieu trouva une étincelle de colère. Ma faute? C'est toi qui voulais la maison. C'est toi qui as lancé l'assiette. C'est toi qui as insisté pour appeler les services sociaux. C'était ton plan. Je l'ai fait pour nous. Hurla-t-elle. Pour nous sortir du trou que tu as creusé. Pendant que tu échouais à ton travail, j'essayais d'assurer notre avenir. Et tu as été trop faible pour le gérer. Tu es un lâche, Mathieu. Tu as toujours été un lâche. Elle faisait les 100 pas maintenant comme un loup en cage, tirant sur ses cheveux. Non, non, il n'est pas parfait. Il ne peut pas l'être. Un homme avec autant d'argent qui le cache depuis si longtemps. Il cache autre chose. Il le doit. Ses yeux sauvages et désespérés scannèrent la chambre. Il doit y avoir quelque chose. Quelque chose d'illégal. Quelque chose de sale. Elle regarda Mathieu, une nouvelle lumière rusée et terrifiante naissant dans son regard. Un homme aussi riche qui prétend être aussi pauvre, il ne se cache pas seulement. Il cache vraiment quelque chose. Il a des ennemis. Il a des secrets. Elle se rua sur son ordinateur portable, celui qu'elle avait réussi à prendre avant l'expulsion. S'il est une société, il a une empreinte numérique. S'il est un fantôme, il a laissé une trace. Elle le brancha au mur, l'écran s'animant. « Béatrice, qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne le regarda pas. Ses doigts volaient sur le clavier, ses yeux brillants dans la lumière faible. « Je fais ce que j'aurais dû faire depuis le début, » siffla-t-elle. « Je ne suis pas sa victime. Je suis son adversaire. Je vais trouver sa crasse, Matt. Je vais trouver le cadavre qu'il a enterré, et je vais l'enterrer avec. » J'étais assis dans le calme de mon hôtel particulier, le silence étant une couverture lourde après l'énergie frénétique de la visite des services sociaux. L'ordonnance de protection était un bouclier. Oui, elle les garderait loin de mon pas de porte. Mais je connaissais Béatrice. J'avais vu son vrai visage. Un bouclier ne suffirait pas. Elle n'était pas seulement en colère. Elle était humiliée. Et une personne comme Béatrice, dépouillée de son statut et de son argent, était bien plus dangereuse que la femme arrogante qui m'avait lancé l'assiette. C'était un animal acculé. Elle chercherait une arme. Mon téléphone vibra. C'était Victor. Sa voix était toute professionnelle, tranchante et précise. « Greg, es-tu prêt ?» demanda-t-il. « Ils sont exactement là où nous avons besoin qu'ils soient. Ils sont fauchés. Ils sont désespérés. Et ils ont été publiquement embarrassés. La tentative légale de Béatrice de te faire déclarer incompétent vient d'échouer avant même de commencer. Elle ne va pas réessayer cette voie. Que va-t-elle faire ? Demandai-je, marchant vers la fenêtre,
regardant la rue où il s'était tenu à me crier dessus la nuit dernière. Elle va pivoter, dit Victor. Elle essayait d'utiliser la loi. Maintenant, elle va essayer de la briser. Elle cherche désespérément un raccourci, Greg. Elle cherche un levier. Elle creuse en ce moment même. Je te garantis qu'elle est assise dans cette chambre de motel bon marché à chercher ton nom. Mon nom, VC Property, tout ce qu'elle peut trouver. Elle cherche notre crasse. J'ai hoché la tête. Alors, on lui en donne. Je pouvais entendre le sourire dans la voix de Victor. Exactement. Nous allons lui donner un squelette. Le squelette le plus gros et le plus juteux qu'elle puisse imaginer. Il expliqua la phase suivante. Il y a un avocat en ville, dit-il, nommé Harrison, un vrai charognard. Il se spécialise dans les règlements agressifs. Lui et notre maître de la Croix ont une rivalité professionnelle longue et amère. Il la méprise. Il ferait n'importe quoi pour la voir tomber, elle est l'un de ses clients de haut profil. Et comment une femme désespérée dans un motel trouve-t-elle un requin comme Harrison? Elle ne le trouvera pas, dit Victor. Il la trouvera. Un de mes enquêteurs, se faisant passer pour un ancien client mécontent de Maître Delacroix, contacte Béatrice sur un téléphone jetable en ce moment même. Il va lui dire qu'il a entendu ce qui s'est passé. Il va lui dire que ton avocate, Maître Delacroix, est véreuse. Et il va lui dire qu'il connaît un avocat spécialisé pour la faire tomber. C'était le monde de Victor, un monde d'ombre et de coups d'échec que je n'avais observé que de loin. Et quelles preuves ce monsieur Harrison fournira-t-il? Demandai-je. Le gros lot, dit Victor. Notre équipe à Zurich a travaillé toute la nuit. Ils ont créé l'ensemble de documents le plus beau, le plus complexe et le plus complètement fabriqué sur lequel j'ai jamais posé les yeux. Des relevés bancaires d'un compte suisse dormant, des codes de virement bancaire, des papiers d'incorporation pour une société écran au Panama. Tout cela pointant vers une conclusion glorieuse, hautement illégale et totalement fausse. Que je suis un fraudeur fiscal. J'ai dit les mots, le goût étrange dans ma bouche. Pas juste un fraudeur fiscal, Greg. Un énorme. Les documents prouvent que VC Property n'est qu'une façade locale. Ils prouvent que depuis 20 ans, tu as canalisé des millions de dollars offshore non déclarés à travers ce compte suisse. C'est une œuvre d'art. J'ai fermé les yeux, imaginant le visage de Béatrice. C'est un chef-d'œuvre de fiction, Greg. Victor continua. Il utilise juste assez d'informations réelles, mon nom, ton nom, les propriétés, pour être absolument 100% crédible pour une amatrice avide et désespérée. Harrison lui fera fuiter ses documents. Il prétendra qu'ils ont été découverts accidentellement lors d'une affaire scellée distincte contre notre cabinet. Il lui dira qu'elle a assez de levier pour te détruire. Il lui conseillera d'exiger un règlement massif, immédiat et complètement silencieux en échange de ne pas transmettre le dossier au fisc. J'ai regardé le vrai rapport d'audit sur ma table, celui montrant le vrai crime de Béatrice, les 30 000 € qu'elle avait siphonnés de Mathieu. Elle mordra à l'hameçon, Victor, chuchotai-je. Elle ne le remettra même pas en question. Je sais, dit Victor. La cupidité est la plus prévisible de toutes les faiblesses humaines. La souris est dans le labyrinthe, Greg. Maintenant, on attend juste qu'elle trouve le fromage. J'ai raccroché le téléphone. Je savais ce que Béatrice ressentait. La terreur de n'avoir rien. L'humiliation d'être vaincue. Et maintenant ça. Cela lui semblerait être le salut. Comme une intervention divine. Elle ne se contenterait pas de mordre à l'hameçon. Elle avalerait l'hameçon, la ligne et le plomb. Elle ne pourrait pas résister au fantasme non seulement de récupérer son argent, mais d'avoir enfin le pouvoir de me détruire. L'ordonnance de protection lui avait montré qu'elle ne pouvait pas gagner un combat légal. Maintenant, elle essaierait de gagner par le chantage, et c'était exactement ce sur quoi je comptais. Le téléphone sonna, tranchant le bourdonnement calme de mon salon, un numéro masqué. J'ai souri, pile au bon moment. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché le combiné et l'ai tenu à mon oreille, ne disant rien. J'ai juste attendu. J'ai entendu une inspiration brusque à l'autre bout, suivie d'un ronronnement bas et triomphant. Grégoire. C'était la voix de Béatrice, mais une version que je n'avais jamais entendue auparavant. La panique hurlante du motel avait disparu, remplacée par le ton lisse, confiant et totalement froid d'un prédateur qui vient d'acculer sa proie. Je suis sûr, continua-t-elle, que tu t'es demandé ce que je fabriquais depuis 48 heures. Béatrice, dis-je, ma voix soigneusement calibrée pour sembler fatiguée, confuse et vieille. Je t'ai dit. Mon avocat a dit que je ne suis pas censé. Oh, la ferme. Elle claqua sa voix comme un fouet. La comédie est finie. La routine du vieil homme confus. C'est fini. Je sais tout. Elle laissa échapper un rire court et laid. Tu pensais vraiment que tu étais malin, n'est-ce pas?
Te cacher à la vue de tous. L'enseignant retraité, l'humble hôtel particulier, la puissante avocate. Tu pensais que tu nous tenais. Tu pensais que tu pouvais juste jeter Mathieu et moi à la rue comme si nous n'étions rien. Je ne sais pas de quoi tu parles, bafouillai-je, laissant ma voix trembler juste assez. Arrête ça. Elle rugit, le masque de calme glissant pour juste une seconde. Je ne joue plus à ton jeu, Grégoire. Je commence le mien. J'ai parlé à un vrai avocat, un meilleur, un qui n'avait pas peur de creuser un peu. Et il l'a trouvé, Grégoire. Il a tout trouvé. Mon rythme cardiaque ne changea pas, mais je tins le téléphone plus fort. La Suisse, siffla-t-elle, savourant le mot. Est-ce que ça te dit quelque chose? Panama, VC Capital Investissement SA. Elle lisait l'appât. Elle lisait le dossier magnifique, complexe et complètement fabriqué que l'équipe de Victor avait créé. J'ai les enregistrements de virements bancaires, espèce de vieille fraude, dit-elle, sa voix dégoulinant de plaisir sadique. Des millions de dollars coulant à travers des sociétés écrans offshore depuis 20 ans. Tu n'as pas seulement caché de l'argent à nous, tu l'as caché au gouvernement. Tu n'es pas seulement un vieil homme cruel, Grégoire. Tu es un criminel de droit commun, un fraudeur fiscal de haut vol. Béatrice, non. C'est. Alors voici ce qui va se passer. Elle interrompit, sa voix tombant à un murmure bas et dangereux. Tu vas rappeler ton pitbull légal, maître Delacroix. Tu vas abandonner cette pathétique ordonnance de protection, et ensuite tu vas signer l'acte de propriété de l'hôtel particulier à mon nom. Pas Mathieu, à moi. Et après ça, tu vas virer 2 millions d'euros en liquide sur un compte que je désignerai. 2 millions, chuchotai-je, jouant mon rôle à la perfection. Béatrice, je n'ai pas. Ne me mens pas, crachatait-elle. J'ai les relevés. 2 millions, c'est juste une goutte d'eau pour toi. Considère ça comme un règlement familial et une compensation pour la profonde détresse émotionnelle et l'humiliation publique que tu nous as causée. Et si je ne le fais pas, demandai-je, ma voix petite. Si tu ne le fais pas, dit-elle, ronronnant pratiquement de pouvoir, alors tout ce beau dossier détaillé avec tous les numéros de compte et codes de routage sera remis en main propre à un agent spécial que je connais au fisc. Et toi, Grégoire, tu passeras le reste de tes années dorées dans un pénitencier. Je me demande comment VC Property sera géré depuis une cellule de prison. Ton choix. Tu me fais chanter, dis-je, ma voix se brisant. Je négocie, me corrigea-t-elle. Un bien meilleur accord que celui que tu nous as jamais proposé. Tu as 24 heures pour prendre ta décision. À 7 heures demain, je suis soit la propriétaire légale de cet hôtel particulier, soit tu es le sujet d'une enquête fédérale. Tic-tac, Grégoire. Maintenant, c'était le moment. Je devais lui faire croire qu'elle avait gagné. Je devais la laisser me traîner jusqu'à l'affrontement final. Non, non, s'il te plaît, bafouillai-je, laissant une fausse panique désespérée monter dans ma voix. Béatrice, s'il te plaît, tu ne peux pas. Tu ne sais pas ce que tu fais. C'est une terrible erreur. Tu vas ruiner le nom de la famille. Tu l'as ruiné quand tu m'as croisé, crachatait-elle. 24 heures. Attends, criai-je le mot, semblant arraché à ma gorge. Attends, ne fais rien. Pas encore. J'ai pris une respiration tremblante. Tu as raison. Tu gagnes. Tu gagnes, Béatrice. J'ai laissé échapper un son sec et brisé, une performance de sanglots. Tu gagnes. Juste n'appelle personne, s'il te plaît. J'ai entendu son expiration à l'autre bout. Un long sifflement lent et satisfait de pure victoire inaltérée. Elle avait gagné. Je savais que tu verrais les choses à ma façon, dit-elle, sa voix suffisante. 2 millions et la maison. Demain, mon avocat rédigera les papiers de transfert. Oui, d'accord, dis-je en reniflant. Mais pas comme ça. On doit le faire correctement, légalement. On doit rencontrer, avec les avocats pour signer les papiers, le transfert, tout. Je vais dire à maître Delacroix de t'attendre. On le fera. On le fera à son bureau où c'est officiel demain. Juste n'appelle pas le fisc, s'il te plaît, Béatrice. Je ferai tout ce que tu veux. Il y eut une longue pause délicieuse. Je pouvais pratiquement entendre son esprit savourer l'image. Moi, l'homme puissant qu'il avait humilié, brisé et vaincu, entrant dans le bureau de mon propre avocat pour signer ma maison et ma fortune pour elle. C'était trop parfait pour qu'elle résiste. Bien, dit-elle enfin. Mon avocat contactera le tien pour fixer l'heure. 10 heures demain. Et Grégoire. Oui, chuchotai-je. N'essaie rien de stupide. Je tiens toutes les cartes maintenant. Je sais, dis-je, ma voix étouffée par de fausses larmes.
Je sais. Je te verrai demain. Elle raccrocha le téléphone sans dire au revoir. Je suis resté là un long moment, la tonalité bourdonnant dans mon oreille. Puis j'ai posé mon téléphone. Le piège était tendu. La souris n'avait pas seulement vu le fromage, elle était maintenant convaincue qu'elle avait construit le piège elle-même. La salle de conférence du cabinet de Lacroix et Associés était conçue pour intimider. Elle était au 40e étage d'une tour de la Défense, avec un mur de verre donnant sur tout Paris. La table elle-même était une seule dalle massive d'acajou poli qui semblait froide au toucher. D'un côté, nous étions assis, Victor, maître Delacroix et moi. Nous étions silencieux, nos papiers disposés dans des dossiers reliés en cuir, nets et identiques. De l'autre côté étaient assis Mathieu, Béatrice et un homme qui avait l'air d'avoir obtenu son diplôme de droit dans une pochette surprise. Il transpirait légèrement dans son costume mal ajusté, ajustant nerveusement ses lunettes, clairement dépassé et terrifié par maître Delacroix dont la réputation était légendaire. Béatrice, cependant, prospérait. Elle était droguée par le sentiment enivrant du pouvoir perçu. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'elle était là pour me regarder, moi, le vieil homme sénile, signer ma vie. Eh bien, Grégoire, commença-t-elle, sa voix résonnant légèrement dans la grande pièce. Elle se pencha en arrière dans sa chaise, l'image du triomphe suffisant. Je suis si contente que nous ayons pu tous nous réunir civilement. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas parlé. Je l'ai laissé jouer sa main. Son avocat, un homme nommé Maître Pignon, s'éclaircit la gorge. Oui. Eh bien, mes clients, monsieur et madame Hugues, croient qu'ils ont une proposition qui sera mutuellement bénéfique pour toutes les parties et évitera, des complications juridiques désagréables. Maître Delacroix le regarda par-dessus ses lunettes, un regard si froid qu'il pourrait geler de l'eau. Maître Pignon, je n'étais pas consciente que c'était une négociation. J'avais l'impression que vos clients étaient ici pour répondre à une ordonnance de protection et, je crois, une plainte pénale fédérale. Béatrice rit. Un son court, tranchant et laid. Oh, ton avocate est bonne, Grégoire. Je lui accorde ça. Elle a un bon visage de poker, mais on n'est pas là pour parler de ce petit malentendu. Elle fit glisser un document épais et relié sur la table polie. Il s'arrêta directement devant moi. On est là pour parler de ça. J'ai regardé la page de couverture. C'était le chef-d'œuvre de Victor. Faux logo bancaire, en tête suisse, tout cela semblant dévastateur d'authenticité. Ça, dit Béatrice, sa voix tombant à un murmure dramatique, c'est un dossier montrant 20 ans d'évasion fiscale internationale systématique. Des millions d'euros, Grégoire, canalisés au Panama, cachés à Zurich. Mon avocat, M. Harrison, l'a trouvé. Il est très minutieux. Maître Pignon avait l'air surpris, comme s'il n'avait pas réellement vu le document auquel sa cliente faisait référence. Ce que tu as dans la main, continua Béatrice, est suffisant pour te mettre dans une prison fédérale pour le reste de tes années dorées. J'ai déjà rédigé une lettre au Trésor public. Elle est très détaillée. Mathieu, à côté d'elle, était assis raide comme un piquet, pâle mais suivant clairement son exemple. C'était sa dernière chance, et il avait accroché son wagon à son étoile. Mais, dit Béatrice, écartant les mains dans un geste de fausse magnanimité, je ne suis pas un monstre. Contrairement à certaines personnes dans cette pièce, je suis une mère, ou je le serai, et je crois en la famille, même dysfonctionnelle. Maître Delacroix et Victor restèrent parfaitement immobiles, leurs visages impassibles. Donc, voici l'offre, dit Béatrice, sa voix se changeant en acier. C'est très simple. 1. Tu signeras immédiatement l'acte de propriété de l'hôtel particulier. Propriété complète, sans condition. 2. Tu vireras 2 millions d'euros en liquide sur un compte que je fournis. 2 millions. Ça devrait être facile à tirer de l'un de ces comptes suisses. Tu ne penses pas? Et si je fais ça? Dis-je, mes premiers mots dans la réunion, ma voix un murmure bas et tremblant. Qu'est-ce que j'obtiens en retour? Tu obtiens le silence, ronronna Béatrice. Ce dossier, elle tapa sur le faux document, disparaît. Le fisc n'en entend jamais parler. Nous continuons tous nos vies. Tu vas dans ta jolie nouvelle maison de retraite et nous, eh bien, nous sommes compensés pour la terrible détresse émotionnelle que tu nous as causée. Béatrice, c'est du chantage. Bafouillai-je, jouant mon rôle. C'est un règlement. Claqua-t-elle. C'est le prix de tes secrets, vieil homme. C'est le prix pour m'avoir sous-estimé. Tu as 1 heure pour faire examiner les documents par Maître Delacroix. Mais soyons honnêtes, elle jeta un coup d'œil à mon avocate. On sait tout ce qu'ils disent. Signe les papiers, Grégoire, ou ta prochaine réunion sera avec un procureur de la République. Mathieu, trouvant enfin sa voix, se pencha en avant. Signe juste, papa. C'est juste de l'argent. C'est juste une maison. Ça ne vaut pas,
tu sais, ça. Signe juste pour qu'on puisse tous rentrer à la maison. Rentrer à la maison? Répétai-je, regardant mon fils. Tu n'as pas de maison, Mathieu. Signe les papiers, Grégoire. Béatrice frappa sa main sur la table, son calme se fissurant. Où je franchis cette porte et je passe l'appel. 2 millions et la maison. C'est l'accord. C'est à prendre ou à laisser, tout ça pour un compagnon de cellule. J'ai regardé Victor. Il fit un petit signe de tête, presque imperceptible. J'ai regardé Maître Delacroix. Elle ouvrait déjà son propre dossier relié en cuir. J'ai regardé Béatrice. Son visage était rouge de victoire. Elle croyait vraiment qu'elle me tenait. Elle croyait qu'elle avait gagné. Eh bien, Béatrice, dis-je, ma voix s'éclaircissant soudainement, le tremblement gériatrique disparut. C'est une offre fascinante. Le sourire triomphant de Béatrice était toujours peint sur son visage. Elle était penchée en arrière, tapotant ses ongles manucurés sur l'acajou poli. L'image même d'un prédateur qui venait de gagner. Son avocat, Maître Pignon, mélangeait nerveusement ses papiers, soulagé que le pari insensé de sa cliente semblait porter ses fruits. Et Mathieu fixait juste la table, pâle, engourdi, un passager dans la destruction de sa propre vie. J'ai regardé Victor. Il n'avait pas bronché. Il n'avait même pas cligné des yeux. Maintenant, il souriait. C'était un sourire mince et froid qui ne touchait pas ses yeux. Il plongea lentement la main dans la poche intérieure de son costume Armani et en sortit un étui à carte de visite en platine. D'un mouvement du pouce, il fit glisser une carte. Il la poussa lentement à travers la vaste étendue vide de la table. Elle tourna une fois et s'arrêta parfaitement alignée devant l'épais rapport fabriqué de Béatrice. « Je t'en prie, dit Victor, sa voix calme, pourtant elle semblait absorber tout le son dans la pièce. « Vas-y, envoie-le. » Le sourire de Béatrice vacilla. Ses yeux se rétrécirent. « Quoi? Ton dossier ?» dit Victor, faisant un geste vers la pile de papier qu'elle avait claquée avec tant de fierté. « Tes preuves contre mon frère. Par tous les moyens, envoie-le au fisc. » En fait, il tapota la carte de visite qu'il venait de présenter. Cela devrait aider à accélérer le processus. C'est la ligne directe du bureau de l'inspecteur général Durand, chef de la division des enquêtes fiscales internationales. C'est un bon ami à moi. On joue au squash tous les jeudis. Il attend ton rapport. Le sang se vida du visage de Béatrice. Sa suffisance s'évapora comme de l'eau sur une pierre brûlante. Je l'ai vu darder frénétiquement ses yeux vers son avocat, Maître Pignon, qui s'enfonçait visiblement dans son fauteuil en cuir à dossier haut, le visage luisant d'une nouvelle couche soudaine de sueur. Je ne comprends pas, bafouilla-t-elle, sa voix perdant son acier. Quel genre de tour est-ce là? Ce n'est pas un tour, Béatrice, dit Victor. Il tendit la main à travers la table et avec une expression presque ennuyée, prit son dossier de preuve. Il le tint en l'air, le pesa dans sa main, et le laissa tomber sur la table avec un bruit sourd et dédaigneux. Ceci est une belle pièce de fiction. Mes compliments à Monsieur Harrison, ta source. Ses compétences de faussaire sont adéquates, mais il devrait vraiment vérifier ces détails. Victor fit signe à Maître Delacroix, qui ouvrit son propre dossier et produisit un seul document net, lourdement gaufré. Tu vois, Béatrice, continua Victor. Tu as raison sur une chose. Il y a une VC Capital d'Investment SA enregistrée en Suisse, mais tu n'as pas lu les statuts réels, n'est-ce pas? Tu as juste lu les faux que Harrison t'a fait fuiter. Il fit glisser le nouveau document à travers la table. Les yeux de Béatrice étaient fixés dessus, hypnotisés. Ce document que tu regardes, dis-je, parlant pour la première fois, ma voix claire et stable, n'est pas un paradis fiscal offshore. Ce sont les statuts de la Fondation caritative Claire et Grégoire. Maître Delacroix se pencha en avant, sa voix coupant à travers le silence. C'est une fondation reconnue d'utilité publique enregistrée, avec une holding internationale correspondante pour nos dotations européennes. Le tout, ajouta-t-elle, ses yeux se verrouillant sur Maître Pignon, est entièrement divulgué, audité annuellement, et déposé auprès des autorités fiscales françaises et suisses. Chaque centime est comptabilisé. Le visage de Béatrice n'était plus seulement pâle. Il était d'un blanc crayeux et fantomatique. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun son ne sortit. « Tu pensais que mon frère cachait sa richesse ?» demanda Victor, sa voix teintée de mépris. « Tu ne pourrais pas avoir plus tort. Il la donne. Il est l'un des plus grands philanthropes anonymes de Paris. Ce WC que tu étais si intelligente de repérer, ça ne veut pas dire Venture Capital. Ça veut dire Victor et Claire. C'est le fonds que mon frère et moi avons établi au nom de sa défunte épouse. Il finance actuellement 3 refuges pour sans-abri,
toute l'aile d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Necker et une douzaine de bourses de musique au conservatoire. Chaque virement bancaire que tu pensais sale, interjeta Maître Delacroix, était juste Monsieur Hugues finançant un nouveau programme d'art public ou une banque alimentaire. Tes preuves ne sont pas seulement fausses, Béatrice. Elles sont pathétiques. Et Monsieur Harrison, ton avocat informel. Il coopère avec notre cabinet depuis 6 mois pour exposer des pratiques juridiques frauduleuses en échange d'une peine plus légère lors de sa propre audience de radiation. Le piège s'était refermé. Béatrice regarda son avocat, qui essuyait frénétiquement ses lunettes. Elle regarda Mathieu, qui me fixait, son visage un masque de choc profond et total, comme s'il me voyait pour la première fois de sa vie. Elle pensait qu'elle avait perdu son levier. Elle n'avait pas encore réalisé qu'elle venait aussi de sceller son propre sort. Maintenant, dit Maître Delacroix, sa voix comme de la glace alors qu'elle faisait glisser un autre dossier plus épais sur la table. Cela nous amène à mon ordre du jour. Parlons de la vraie raison pour laquelle nous sommes ici. Parlons de ces 100 000 euros. La voix de Maître Delacroix était glaciale. Béatrice, vos accusations de fraude fiscale sont sans fondement, malveillantes et franchement diffamatoires. Nous nous réservons bien sûr le droit de vous poursuivre, vous et votre associé, Monsieur Harrison, pour diffamation et tentative d'extorsion. Elle fit une pause, fermant le dossier de la fondation avec un clic final et silencieux. Le son était comme celui d'un marteau de juge. Béatrice fixait toujours, son visage un masque d'horreur cireuse et incrédule. Son avocat, Maître Pignon, essayait frénétiquement et discrètement de ranger sa mallette, comme s'il pouvait simplement se dissoudre dans le décor. Mais Maître Delacroix n'avait pas fini. Elle tourna la tête lentement, et son regard changea, se verrouillant pour la première fois sur mon fils. Mathieu tressaillit. Il avait été un spectateur jusqu'à présent, un passager dans l'OPA hostile de sa femme. Il était sur le point d'apprendre qu'il était en fait le copilote. Monsieur Mathieu Hugues, dit Maître Delacroix. Son ton était différent maintenant. Si elle était froide avec Béatrice, elle était chirurgicale avec lui. Elle fit glisser un deuxième dossier relié en cuir identique sur l'acajou poli. Il s'arrêta directement devant lui. Discutons de votre entreprise. La tête de Béatrice se releva brusquement, ses yeux se rétrécissant. Son entreprise? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? C'était à propos de la taxe. S'il vous plaît, taisez-vous, Béatrice. Les adultes parlent, dit Victor sans même la regarder. Mathieu fixa le dossier comme si c'était une bombe. Je n'ai pas d'entreprise, bafouilla-t-il. Non? Demanda Maître Delacroix. Pas même une start-up de marketing numérique révolutionnaire? Le sang de Mathieu se glaça. Il me regarda, ses yeux écarquillés d'une nouvelle terreur naissante. Papa. Il ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. Là, sur le dessus, se trouvait un document, un contrat juridiquement contraignant. Je ne comprends pas, chuchota-t-il. C'était un cadeau. Tu as dit que c'était tes économies d'une vie. Je me suis penché en avant, mes mains jointes sur la table. J'ai parlé pour la première fois depuis le début de cette phase. Ma voix était calme, mais elle coupait à travers sa panique comme un scalpel. Je n'ai jamais utilisé le mot cadeau, Mathieu. J'ai utilisé le mot investissement. Je t'ai dit que j'investissais en toi, et les investissements nécessitent de la paperasse. Mathieu fixait la dernière page, sa propre signature, claire et audacieuse, datant d'il y a 2 ans. Mais je pensais que c'était juste une formalité pour tes dossiers au cas où quelque chose arriverait. C'est un contrat de prêt juridiquement contraignant, Monsieur Hugues, dit Maître Delacroix platement. Pour la somme de 100 000 euros fournie par le fonds d'investissement VC. 0 intérêt, bien sûr. Mes clients sont très généreux, mais le prêt était conditionné par plusieurs indicateurs de performance clés. Béatrice fit un petit son étranglé dans sa gorge. 100 000. C'était l'argent. Elle connectait enfin les points. L'argent qu'elle avait volé, l'argent qu'elle avait utilisé pour la Maserati était lui-même emprunté. Le sang n'était pas seulement sur ses mains. Il était sur celle de Mathieu aussi. C'est entre moi et mon père, insista Mathieu, sa voix montant en désespoir. C'est une affaire de famille. Ce n'est pas. Tu ne peux pas. C'était une affaire de famille, Mathieu, l'interrompis-je. C'était une affaire de famille quand tu m'as supplié pour l'argent. C'était une affaire de famille quand je t'ai donné ce que j'appelais mes économies d'une vie pour voir ce que tu en ferais. Mais cela a cessé d'être une affaire de famille hier soir quand tu t'es tenu sur mon pas de porte et que tu as menacé de me faire déclarer mentalement incompétent. Cela a cessé d'être une affaire de famille quand tu es entré ici aujourd'hui allié avec ta femme dans une tentative de me faire chanter pour 2 millions d'euros. Tu as mis fin à la famille quand tu as fait ça. Ce qui nous amène, dit Maître Delacroix, sa voix tranchante, ramenant son attention sur le contrat, au petit caractère.
Elle tapa un paragraphe sur sa propre copie. J'aimerais attirer votre attention sur l'article 7, section 3. Nous l'appelons la clause d'éthique. La couleur qui avait déjà quitté le visage de Mathieu se vida encore plus, si c'était possible. Maître Delacroix s'éclaircit la gorge et lut, sa voix claire et dévastatrice dans la pièce silencieuse. L'emprunteur, Mathieu Hugues, accepte comme condition principale et non négociable de ce prêt à taux zéro de ne s'engager dans aucun acte de turpitude morale, fraude, action criminelle ou procédure malveillante qui pourrait de quelque manière que ce soit nuire à la réputation, à la situation financière ou au bien-être personnel du prêteur, le fonds d'investissement VC ou de l'un de ses dirigeants principaux, y compris mais sans s'y limiter M. Grégoire Hugues ou M. Victor Hugues. Elle leva les yeux du papier, ses yeux comme de la glace. Béatrice, votre propre avocat, Maître Pignon, est assis juste là. C'est un professionnel du droit. Maître Pignon, conviendriez-vous que conspirer pour déposer un faux rapport auprès des services de protection constitue du harcèlement? Conviendriez-vous que tenter d'extorquer 2 millions d'euros en utilisant des documents fiscaux fabriqués constitue une procédure malveillante? Maître Pignon avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. Il commença à bafouiller. Mes clients, nous opérions sur des informations que nous croyions. Épargnez-nous ça, maître. Coupa Victor, sa voix ennuyée. Vous êtes complice de chantage. Vous avez de la chance de ne pas être radié. Asseyez-vous. Maître Pignon s'assit. Maître Delacroix se tourna de nouveau vers mon fils. Mathieu, en participant activement à cette négociation, elle fit un geste vers le faux rapport de Béatrice. Vous avez commis une violation matérielle de ce contrat, une violation flagrante de la clause d'éthique. Et selon l'article 9, section 1, continua-t-elle en tournant la page avec un claquement sec. Une violation matérielle de cette nature déclenche une accélération immédiate et non négociable de la totalité du principal, plus une pénalité contractuelle pour mauvaise foi. Mathieu secouait la tête en se balançant d'avant en arrière, les yeux fermés. Non, 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 non. Quoi? Chuchota Béatrice, sa voix un râle sec. Quelle pénalité? 25%. Victor fournit la réponse, sa voix presque joyeuse. 25% du principal, une clause standard de mauvaise foi. C'est les 100 000 euros plus une pénalité de 25 000 euros. Un total de 125 000 euros qui, conclut Maître Delacroix, est maintenant dû et payable. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain. Nous attendons un chèque certifié avant la fin de la journée ouvrable. Mathieu leva enfin les yeux vers moi. Son visage était complètement, totalement brisé. La trahison, la réalisation, l'échelle pure de son erreur de calcul était écrite dans chaque ligne. Papa, chuchota-t-il, sa voix celle d'un petit garçon perdu dans le noir. Tu m'as piégé. Cet argent, c'était un test. J'ai regardé mon fils. L'enfant homme que j'avais soutenu toute sa vie. La rage que j'avais ressentie dimanche avait disparu. Tout ce que je ressentais était une pitié profonde et douloureuse. Ce n'était pas un test, Mathieu, dis-je, ma voix calme. C'était une bouée de sauvetage. Je t'ai donné 100 000 euros de mon argent, sans poser de questions, pour construire quelque chose de vrai, pour devenir ton propre homme. Je t'ai donné une chance. J'ai fait une pause, laissant le poids de mes prochains mots atterrir. Et toi, tu l'as laissé, vous l'avez tous les deux transformé en arme. Vous avez utilisé ma générosité pour essayer de me détruire. Mathieu comprit enfin. Il comprit qu'il venait de faire défaut sur un prêt massif. Il comprit qu'il était impliqué dans le plan de chantage de sa femme. Et il comprit qu'il n'avait absolument aucun moyen de payer. Il laissa tomber sa tête dans ses mains, ses épaules secouées par un sanglot silencieux et terrible. Mais Maître Delacroix n'avait pas fini. Elle n'était même pas arrivée à l'événement principal. Elle tourna son regard, tombant entièrement pour la première fois sur Béatrice. Maintenant, dit-elle, sa voix baissant encore de 10 degrés. Parlons de vos crimes. Les sanglots de Mathieu étaient le seul son dans la pièce, un son bas, humide et brisé. Il était plié en deux, la tête dans les mains. Béatrice était rigide, le visage aussi blanc qu'une feuille de papier. Elle regardait son mari avec une sorte de détachement clinique, son esprit s'emballant clairement, essayant de trouver une sortie. Elle croyait encore que c'était à propos de sa rupture de contrat à lui. Elle pensait que le pire était passé. Maître Delacroix laissa le silence pendre encore 10 secondes, laissant le chagrin de Mathieu remplir la pièce avant de parler à nouveau. Sa voix, si c'était possible, devint encore plus froide. Mais ça, monsieur Hugues, dit-elle, ses mots tranchant à travers ses sanglots, n'était qu'une rupture de contrat, une affaire civile simple, bien que coûteuse. La tête de Béatrice se releva brusquement. Ses yeux, qui avaient dardé autour de la pièce, se verrouillèrent sur Maître Delacroix. Une nouvelle peur, plus profonde,
commença à s'insinuer dans son expression. Ce que vous avez fait, Béatrice, continua Maître Delacroix, est un crime fédéral. Maître Delacroix fit glisser lentement un troisième dossier de sa mallette. Celui-ci était plus épais que les autres. Elle ne le poussa pas à travers la table. Elle l'ouvrit devant elle. Ceci, dit-elle, est l'audit judiciaire complet du prêt de 100 000 € fourni à la start-up de votre mari. Les mains de Béatrice agrippèrent les bras de sa chaise. Nous avons déjà établi que le prêt a été obtenu sous de faux prétextes, dit Maître Delacroix. Mais regardons le décaissement. 10 février, il y a 2 ans, les 100 000 € sont déposés sur le compte courant de MB Marketing. Un compte, ajouterai-je, pour lequel vous, Béatrice, étiez la seule signataire, curieux pour l'entreprise de votre mari. Les sanglots de Mathieu se calmèrent. Il leva lentement la tête, son visage ravagé, confus. Le 14 février, joyeuse Saint-Valentin Mathieu, la première transaction. Un virement de 70 000 € à un concessionnaire Maserati. L'audit confirme que le véhicule, une Levante rouge, est immatriculé, titré et assuré exclusivement au nom de Béatrice Dupont. L'avocat de Béatrice, Maître Pignon, fit un petit son étranglé. C'était mon bonus. Béatrice bafouilla, trouvant sa voix. Mathieu l'a approuvé. C'était ma prime à la signature pour gérer l'entreprise. Mathieu, les yeux rouges et gonflés, la regarda, sa voix un murmure rauque. Je pensais que c'était une voiture de fonction, Béatrice. Je pensais qu'on construisait une marque. Une marque de quoi, Mathieu? Demandai-je pour la première fois dans cette nouvelle phase. As-tu jamais demandé une seule fois ce que ta start-up faisait réellement? Il n'avait pas de réponse. Il la fixait juste. Mais ça, continua Maître Delacroix comme si elle n'avait pas été interrompue, c'est juste un mauvais jugement, monsieur Hugues. Le vrai problème, ce sont les autres 30 000 €. Si le visage de Béatrice n'était pas l'avant, il était maintenant de la couleur de la cendre. C'était le secret qu'elle pensait en sécurité. Les 30 000 restants, dit Maître Delacroix, ses yeux fixés sur Béatrice, n'ont pas été dépensés en frais professionnels. Ils ont été déplacés systématiquement dans une série de 3 virements de 10 000 € acheminés par 2 comptes écrans séparés avant d'atterrir finalement dans un compte numéroté privé à la Cayman National Bank. Un compte ouvert le 1er février, quelques jours seulement après que le prêt a été sécurisé sous votre nom de jeune fille. Ceci, dit Maître Delacroix en sortant un reçu de virement bancaire unique, n'est pas un malentendu familial. Madame Hugues, c'est un détournement de fonds caractérisé. C'est de la fraude bancaire. Mathieu comprit enfin. Le brouillard de sa faiblesse et de son déni fut brûlé par la vérité brute et non coupée. Il tourna tout son corps lentement pour faire face à sa femme. Les sanglots avaient disparu, remplacés par un calme terrible et creux. Les disputes sur l'argent, chuchota-t-il. Tu m'as dit qu'on était fauchés. Tu m'as dit que l'entreprise avait du mal à trouver des clients. Tu le déplaçais. Non, Matt, pleura-t-elle, sa voix aiguë et désespérée. C'était un filet de sécurité pour nous. Au cas où elle pointa un doigt tremblant vers moi. Au cas où il nous couperait les vivres, je nous protégeais. Nous protégeais? Répéta Mathieu, sa voix se brisant. Où te protégeais-toi? La Maserati à ton nom, le compte bancaire secret, à ton nom de jeune fille. Tu me quittais, n'est-ce pas? Sa réalisation resta suspendue dans l'air, horrible et indéniable. Tu nous saignais à blanc, chuchota-t-il, regardant de moi à elle. Tu le saignais lui, et tu me volais moi. Mathieu, s'il te plaît, tu m'as volé. Rugit-il, se levant si vite que sa chaise se renversa. J'ai menti à mon père pour toi. J'ai renié mon père pour toi, et tu me volais. C'est un litige domestique. Maître Pignon, l'avocat de Béatrice, couina enfin, trouvant sa voix. Un désaccord entre époux sur les fonds matrimoniaux. Victor rit. Un son fort, tranchant et aboyant. Fonds matrimoniaux. Maître, vous plaisantez. Les fonds ont été prêtés par notre entité. Ils ont été détournés par votre cliente. Ce virement bancaire, à travers les frontières internationales. C'est la définition même de la fraude. Vous êtes actuellement dans cette pièce en train de conseiller une criminelle avérée. Je vous conseille vivement d'arrêter de parler. La bouche de Maître Pignon se ferma brusquement. Ce qui nous amène au présent, dit Maître Delacroix en se levant. Elle marcha vers la grande fenêtre en verre donnant sur le parc. Comme je l'ai mentionné, nous avons déjà été en contact avec les autorités concernant votre tentative d'extorsion. Elle se tourna, son visage en silhouette contre le ciel lumineux. Les agents de la brigade financière, dit-elle, sa voix dénuée de toute émotion. Ils ne sont pas une menace hypothétique. Ils sont en bas dans le hall.
Ils attendaient que cette réunion se termine. Ils ont des copies de cet audit et ils ont un mandat pour votre arrestation. Béatrice sur des accusations de fraude bancaire et conspiration. Béatrice laissa échapper un gémissement aigu et fin. Elle s'effondra dans sa chaise, une marionnette dont toutes les ficelles avaient été coupées d'un coup. C'était mon moment. J'ai repoussé lentement ma chaise, les pieds raclant bruyamment sur le sol. Je me suis levé. Mathieu, son visage une ruine de larmes et de rage, me regarda. « Papa, chuchota-t-il. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Elle aima. S'il te plaît. » Je n'ai pas regardé Béatrice. Je n'ai pas regardé son avocat. J'ai regardé seulement mon fils. Je t'ai donné toutes les chances, Mathieu. Dis-je, ma voix lourde, non pas de colère, mais du poids profond et écrasant de la déception. Je t'ai donné une éducation. Je t'ai donné une maison que tu as prise pour acquise. Je t'ai donné un filet de sécurité dont tu ne savais même pas qu'il était là. Et il y a 2 ans, je t'ai donné une dernière chance, un test final. Un test ? S'étrangla-t-il. Oui, je t'ai donné 100 000 euros. Ce que je t'ai dit être mes derniers 100 000 euros. C'était un test de caractère. Je voulais voir. Je priais pour voir que tu construirais quelque chose, créerais quelque chose. Devenir ton propre homme. Je secouai la tête lentement. Au lieu de cela, tu as laissé ta femme acheter une voiture de sport, et puis quand les choses sont devenues difficiles, quand tu as été confronté à un choix, tu n'as pas travaillé plus dur. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu es venu chez moi dimanche et tu l'as choisi. Tu as choisi la cupidité. Tu as choisi le mensonge. Tu es resté là. Continuai-je, ma voix calme mais portant à travers la pièce. Et tu l'as regardé me lancer une assiette. Tu l'as regardé me traiter de vieil homme égoïste, et tu as été d'accord avec elle. Tu m'as renié. Tout ça pour la promesse d'argent que tu pensais pouvoir voler. Je l'ai regardé. Mon fils, mon plus grand amour et mon plus grand échec. L'argent n'a jamais été le but, Mathieu. C'était toujours à propos du caractère, et tu as échoué. Je me tournai vers Maître Delacroix, qui tenait son téléphone. Passez l'appel. Maître Delacroix hocha la tête sèchement et décrocha le combiné du téléphone de la salle de conférence. Elle appuya sur un seul bouton. Faites-les entrer. Les lourdes portes en acajou au fond de la pièce s'ouvrirent, mais ce n'était pas une secrétaire qui entra. C'étaient 2 hommes et une femme, tous vêtus de costumes sombres et sérieux. Ils se déplaçaient avec un but calme et efficace qui n'avait rien à voir avec le droit des affaires. C'étaient des officiers de police judiciaire. Béatrice ne sembla pas comprendre au début. Elle fixait encore Mathieu, son esprit chancelant clairement sous la révélation de son propre vol. Béatrice Dupont, épouse Hugues, dit l'officier principal, sa voix polie mais totalement impersonnelle. Béatrice leva les yeux, son expression un masque de confusion et d'arrogance. Oui. Qui êtes-vous? Je vous dis que c'est lui que vous voulez. Madame, dit l'officier, la coupant. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, abus de confiance et tentative d'extorsion de fonds. Les mots restèrent simplement suspendus dans l'air. Pendant une seconde entière, Béatrice ne bougea pas. Elle fixa juste. J'ai vu la dissonance cognitive traverser son visage, l'incapacité totale à traiter que le piège qu'elle pensait tendre venait de se refermer sur elle. Puis elle craqua. Non. C'était un hurlement, aigu et animal. Non, vous ne pouvez pas. Il ment. C'est lui le criminel. C'est lui que vous voulez. Elle pointa un doigt tremblant vers moi. Dis-leur, Mathieu. Dis-leur que c'est lui le menteur. Dis-leur. Mais Mathieu était une statue brisée. La tête dans les mains, les épaules tremblantes. Il ne leva même pas les yeux. Madame, vous devez vous lever et placer vos mains derrière votre dos. L'agent féminin se déplaçait déjà derrière sa chaise. Non. Enlevez vos mains de moi. Béatrice recula précipitamment, renversant sa chaise en cuir coûteuse. Mathieu, fais quelque chose. Ne reste pas juste assis là, espèce de lâche inutile. Fais quelque chose. Mais Mathieu était parti. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle avait manipulé et méprisé, n'était plus qu'une coquille en pleurs. Il n'avait plus rien à lui donner. Il n'avait plus rien du tout. Espèce de salaud, hurla-t-elle vers moi, son visage violet de rage alors que les agents menottaient efficacement ses poignets derrière elle. Tu as fait ça. Tu as planifié ça. Tu vas payer pour ça. Je te poursuivrai. Vous avez le droit de garder le silence, récita l'agent d'un ton monotone, la prenant par le bras. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Son avocat, Maître Pignon, s'était rétréci contre le mur, le visage de la couleur d'un vieux parchemin, essayant de se rendre invisible.
Mathieu fut la dernière chose qu'elle hurla alors qu'il l'escortait hors de la pièce, ses talons de créateur raclant maladroitement sur le sol. Ses cris de « tu le regretteras et je le tuerai » résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que les lourdes portes se referment, scellant son sort. Silence. Le seul son dans la vaste et belle pièce étaient les sanglots brisés et haletants de mon fils. Il était toujours par terre où il était tombé, blotti contre la chaise renversée. Il était l'épave. Il avait tout perdu d'un coup en l'espace de 10 minutes. Sa femme était une criminelle arrêtée juste devant lui. Son entreprise était un mensonge qu'elle avait utilisé pour le voler. Sa maison avait disparu, l'avis d'expulsion étant maintenant une certitude écrasante. Son crédit, sa voiture, tout son style de vie, tout cela avait été une illusion financière garantie par l'homme même qu'il avait essayé de détruire. Et maintenant, il avait perdu cet homme aussi. Il avait perdu son père. Il était complètement, totalement et dévastatriquement seul, mis à nu avec rien d'autre que les conséquences de sa propre faiblesse. Il leva les yeux vers moi, son visage une ruine de larmes, de morve et de honte. « Papa » chuchota-t-il. C'était la voix d'un garçon de 5 ans perdu dans le noir. « Papa, qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'ai regardé mon fils, mon enfant unique, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, l'homme qui avait, il y a 1 heure, essayé de me faire chanter pour 2 millions d'euros. La rage avait disparu. La pitié que je ressentais était écrasante, mais c'était la pitié qu'on ressent pour un étranger dans une tragédie. J'ai ajusté ma veste. Victor et Maître Delacroix étaient déjà à la porte, leur mallette fermée. Je ne lui ai pas offert de main. Je ne lui ai pas offert de réconfort. Je ne lui ai pas offert d'endroit où rester. Je l'ai regardé blotti sur le sol de cette salle de conférence à 1 million d'euros, un enfant-homme qui venait de découvrir que le monde était réel. Je n'en ai aucune idée, Mathieu, dis-je, ma voix calme mais finale. Tu es un homme de 38 ans. Tu vas devoir trouver la réponse par toi-même. Je lui ai tourné le dos. Je suis sorti de la salle de conférence, sans me retourner, Victor à mes côtés. Les lourdes portes se fermèrent derrière nous avec un soupir doux et coûteux, laissant Mathieu seul avec l'écho des cris de sa femme et le silence complet et écrasant de sa nouvelle vie. Victor me déposa aux portes du cimetière. Il ne proposa pas d'entrer. Il pressa juste mon épaule, un geste silencieux de compréhension. Il savait que j'avais besoin de voir clair seul. L'air de fin novembre était vif et froid, piquant mes joues. J'ai marché sur le chemin familier. Mes bonnes chaussures en cuir, pas les baskets usées que je portais pour mon personnage d'enseignant retraité, crissaient sur le gravier. Je me suis tenu devant sa pierre tombale. Simple, élégante. Claire Hugues, épouse et mère bien-aimée. Mère bien-aimée. Je me demandais si Mathieu se souvenait même du son de sa voix. J'ai brossé quelques feuilles séchées du granit froid. La tempête des derniers jours, les cris, l'expulsion, l'arrestation de Béatrice, l'effondrement total et silencieux de mon fils dans cette salle de conférence. Tout cela semblait étrangement distant ici, étouffé. Eh bien, Claire, chuchotai-je, ma voix épaisse. C'est fait. Tu avais raison à son sujet. Tu avais raison depuis le tout début. Je me souvenais de notre conversation il y a 10 ans, juste après leur fête de fiançailles. J'avais été charmé par l'énergie de Béatrice. Claire ne l'avait pas été. Elle ne le regarde pas, Greg. M'avait-elle dit, buvant son thé. Elle regarde à travers lui ce qu'il représente. Je lui avais dit qu'elle était trop sceptique. J'avais été un imbécile, aveuglé par l'espoir de voir. Mon fils heureux. J'ai fait ce que j'avais à faire, mon amour, dis-je à la pierre. J'ai protégé ce que nous avons construit. J'aimerais juste. J'aimerais ne pas avoir eu à détruire notre fils pour le faire. Mais la faiblesse, c'était la sienne, la cupidité, c'était la sienne. Je suis juste si fatigué. J'ai placé le petit bouquet de roses blanches que j'avais apporté sur la tombe et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. J'ai pris un taxi pour rentrer à l'hôtel particulier. Quand j'ai glissé ma clé dans la lourde porte en chêne, cela semblait faux. Ce n'était plus ma clé. La maison n'était plus mon foyer. C'était une scène de crime. Je suis entré dans la cuisine. L'odeur fantôme faible du repas de dimanche que je n'avais jamais mangé pendait encore dans l'air, mêlée au souvenir acide de l'assiette brisée. J'ai monté les 4 étages, ma main sur la remplisse et usée que Claire et moi avions teinte nous-mêmes, que Béatrice avait convoitée. Je suis passé devant la vieille chambre de Mathieu, encore remplie de ses trophées de lycée, monument à un potentiel qu'il avait gâché. Je me suis tenu dans l'atelier de Claire, l'appartement du jardin. La pièce était vide, poussiéreuse, remplie d'une triste lumière grise. C'était la pièce qui avait déclenché l'avalanche. Cette maison n'était pas un sanctuaire. C'était une prison de mauvais souvenirs, un monument de 4 étages à ma propre naïveté. J'ai sorti mon téléphone, le vrai,
pas le vieux téléphone à clapet que je portais pour mon personnage. « Victor, dis-je quand il répondit. C'est fait. Vends-le, Greg. Vends quoi? L'hôtel particulier, dis-je. Tout. Mets-le sur le marché demain. Liquide tout. Je me fiche de ce qu'on en tire. Je ne passe pas une nuit de plus dans cette maison. » La vente fut finalisée en 3 jours. Une offre tout en espèces d'un milliardaire de la tech qui voulait le charme authentique du Marais. Je l'ai laissé la voir. Je suis parti avec rien d'autre qu'une valise de mes vêtements et une boîte des photographies de Claire. J'ai laissé l'identité de Grégoire le retraité fauché derrière moi, enterré dans la poussière et les mauvais souvenirs. J'ai acheté un Penthouse, un espace propre, froid et magnifique de verre et d'acier donnant sur le parc Monceau, 3 étages au-dessus de l'appartement de Victor. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais dans une maison qui reflétait ma réalité, pas ma peur. Mais le déménagement n'était que la première étape. Le secret derrière lequel je m'étais caché pendant 40 ans. Le secret que j'avais utilisé pour protéger ma famille, le même secret qu'ils avaient utilisé comme une arme contre moi. C'était un passif. Il était temps de posséder la vérité. 2 semaines plus tard, je me tenais sur une petite scène, clignant des yeux contre l'éclat soudain des caméras de télévision. Victor était à mes côtés, sa présence un poids solide et rassurant. Maître Delacroix était au pupitre. « C'est mon grand plaisir, dit-elle, sa voix résonnant avec une autorité nette, de présenter formellement le fondateur et bienfaiteur principal de la fondation caritative Claire et Grégoire, M. Grégoire Hugues. » Je montai au micro. Je portais un costume fait main qui coûtait plus que ma vieille voiture. La salle était silencieuse. « Je m'appelle Grégoire Hugues, commençai-je. Pendant des décennies, mon frère et moi avons construit une vie dans cette ville. Nous l'avons fait discrètement. Ma défunte épouse Claire et moi, nous croyions qu'une grande richesse était une grande responsabilité, pas un spectacle. Nous vivions modestement parce que nous voulions que notre fils grandisse en comprenant la valeur du caractère, pas le prix des choses. J'ai fait une pause en regardant les caméras. Mais j'ai appris une dure leçon. Le secret, même quand il est bien intentionné, peut créer une obscurité. Une obscurité où la cupidité, la manipulation et le sentiment de droit peuvent grandir sans être détectés. Aujourd'hui, je sors de cette obscurité. La Fondation Claire et Grégoire ne sera plus anonyme. J'annonce un nouveau mandat principal pour notre dotation. Nous engageons 50 millions d'euros pour établir un nouveau fonds de défense juridique. Un fonds pour les parents âgés qui sont victimes d'abus financiers par leurs propres enfants. Un souffle collectif traversa la salle. La tragédie privée et douloureuse de ma famille, continuai-je, ma voix stable, m'a montré une terrible lacune dans notre société. Nous avons des systèmes pour protéger les enfants de leurs parents. Mais qui protège les parents vieillissants de leurs enfants adultes? Qui donne une voix aux mères et aux pères qui sont intimidés, menacés et déclarés incompétents par les personnes mêmes qu'ils ont élevées? Tout ça pour une maison, une pension ou un héritage anticipé. L'histoire de ma famille est terminée, dis-je, mes yeux trouvant l'objectif principal de la caméra. Mais je sais que des milliers d'autres ne font que commencer. À ces enfants qui voient leurs parents non pas comme des personnes, mais comme des obstacles, comme des comptes bancaires à vider, je vous préviens. Nous regardons et nous sommes là pour riposter. Je ne suis plus juste un père. Je finis, les flashs éclatant comme de petites explosions. Je suis maintenant une voix pour chaque parent que vous pensiez trop vieux, trop faible ou trop confus pour vous arrêter. Je reculai du pupitre. J'avais perdu un fils, mais je venais de trouver mon nouveau but. 1 an plus tard, la grande salle de bal de l'hôtel Ritz était étincelante, remplie du murmure doux des personnalités les plus influentes de Paris. Le gala pour la Fondation Claire et Grégoire était notre premier, et c'était un succès retentissant. Je me tenais près de l'orchestre, serrant la main d'un ministre, quand je sentis une présence à mon coude. Pas un des invités, pas un membre du personnel. Je me tournai. Il se tenait juste en dehors du cercle principal de lumière, comme s'il avait peur d'y entrer. C'était Mathieu, mais ce n'était pas le Mathieu que je connaissais. Le costume coûteux avait disparu, remplacé par une chemise simple, propre mais usée et un pantalon de travail. Il était plus mince, beaucoup plus mince. La douceur de son visage avait été remplacée par les lignes nettes et fatiguées du travail dur. Ses mains, qui avaient été autrefois douces et manucurées, étaient maintenant calleuses et rugueuses. Il avait l'air buriné. Il ressemblait à un homme qui avait réellement travaillé pour la première fois de sa vie. « Bonjour, Mathieu, dis-je. » Ma voix était égale. Le ministre, voyant un moment privé, s'excusa d'un signe de tête poli. « Papa, dit-il. » Sa voix était. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Il fixait le sol, le motif complexe du tapis de l'hôtel. Je sais que je ne suis pas censé être ici, bafouilla-t-il. Je
Je travaille sur le chantier de construction en bas de la rue. On fait l'équipe de nuit. J'ai vu l'affiche pour le gala. J'ai vu ta photo. Il fit un geste embarrassé. Je devais juste. Tu devais. Quoi? Mathieu? Il leva enfin les yeux et ses yeux étaient clairs. Pour la première fois depuis des années, ils étaient clairs. Libres de cupidité, libres de panique, libres de l'influence de Béatrice. Ils étaient juste tristes. Je ne suis pas là pour l'argent, dit-il rapidement, comme si c'était la chose la plus importante à établir. Je jure que je travaille. Je paie mes dettes. Je paie ses frais juridiques aussi. Le tribunal l'a ordonné. Je sais, dis-je. Victor m'avait tenu informé. Béatrice avait été condamnée à 3 ans dans un établissement fédéral pour fraude bancaire. Elle avait divorcé de Mathieu depuis la prison, le blâmant pour tout. Je vis dans une petite chambre à Saint-Denis, continua-t-il, les mots sortant de lui en cascade. Je prends le métro. Je travaille. C'est dur, mais c'est honnête. Il s'arrêta, prit une respiration tremblante. Il était venu ici pour une raison. Il luttait pour la faire sortir. Papa, je voulais juste dire que je suis désolé. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous, une chose fragile et brisée. Je suis désolé, chuchota-t-il encore, sa gorge se serrant. Je sais. Je sais que ce n'est pas assez. Je sais que ça ne répare rien. Mais j'étais faible. J'étais si faible. Et elle le savait. Elle savait comment me faire sentir fort. Et je l'ai laissé. Je l'ai laissé me tourner contre toi. Je l'ai laissé. Je me suis laissé faire. J'avais tort. Des larmes roulaient librement sur son visage maintenant. Il ne prit pas la peine de les essuyer. Ce n'était pas l'enfant hystérique et sanglotant que j'avais vu dans le bureau de l'avocat. C'était le chagrin calme et profond d'un homme faisant enfin face à son propre reflet. Je t'ai trahi, papa. J'ai tout jeté pour rien. La colère que j'avais ressentie pendant 1 an, la rage froide et dure qui avait alimenté chacun de mes mouvements, s'était évaporée. J'ai regardé mon fils, cet étranger brisé, et tout ce que j'ai ressenti était une tristesse profonde et sans fond. Il avait raison. Il avait été faible, et il avait tout perdu. Je sais, Mathieu, dis-je. Ma voix était douce. Pas pardonnante, mais douce. Je sais. Je l'ai regardé. Cet homme qui n'hériterait jamais de ma fortune. Cet homme qui ne vivrait jamais dans mon Penthouse. Cet homme qui devait reconstruire toute sa vie depuis les décombres avec ses 2 propres mains. Tu as une longue route devant toi, dis-je. Ce n'était pas une absolution. C'était un énoncé de fait. Il hocha la tête, essuyant son visage avec le dos de sa main rugueuse. Je sais. Je devais juste te le dire. Je vais y aller. Il se tourna pour partir, pour sortir de la salle de bal étincelante et retourner dans la nuit froide, retourner à son chantier, retourner à sa petite chambre à Saint-Denis. Mathieu. Il s'arrêta. Il se tourna. J'ai regardé mon fils. J'étais sur le point de sortir prendre un café, dis-je, faisant un geste vers le café du hall de l'hôtel. Tu peux venir avec moi si tu veux. Une lueur de quelque chose, pas de l'espoir, mais peut-être juste de la surprise traversa son visage. Il hocha la tête une fois. D'accord. Je ne l'ai pas invité au gala. Je ne lui ai pas offert de travail. Je ne lui ai pas offert de prêt. Je ne lui ai même pas offert une étreinte. Je lui ai juste offert une tasse de café. Nous nous sommes assis à une petite table dans le café du hall vide et brillamment éclairé. Moi et mon smoking à 1000 €, lui et ses vêtements de travail sentant faiblement le plâtre et la sueur. Le serveur apporta 2 cafés noirs. Nous n'avons pas parlé. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un début. Un début fragile, incertain et infiniment plus honnête. C'étaient 2 hommes, un père et un fils, assis en silence, entourés des décombres de leur passé, sans aucune idée de ce que l'avenir leur réservait. Mais pour la première fois, c'était réel. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante et difficile. La vraie famille ne se construit pas sur la dépendance financière, mais sur le respect mutuel. Forcer quelqu'un à faire face aux conséquences de ses actes n'est pas toujours un acte de vengeance. Parfois, c'est le seul chemin vers la vérité. Nous apprenons que sous-estimer ceux qui sont calmes et humbles est un jeu de dupes et que la vraie force ne réside pas dans l'argent que vous montrez, mais dans le caractère que vous gardez en réserve. La cupidité peut sembler gagner la bataille, mais la dignité et l'honnêteté gagneront toujours la guerre. Avez-vous aimé mon histoire? Et de quelle ville nous écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires.